Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ces débats de l'été jusqu'à 13h en effet. Alors jusqu'à 10h30 d'abord, deux sujets évidemment. L'actualité, elle s'impose, elle est brutale. C'est l'attentat contre Donald Trump, nous y reviendrons dans un instant. Et puis nous évoquerons un sujet qui est passé un petit peu en marge de l'actualité et qui pourtant est une réelle polémique sur un objet, sur un endroit, sur un lieu mythique évidemment de notre culture, de notre histoire, Notre-Dame de Paris, dont le président de la République veut modifier certains des vitraux pour peut-être y installer des vitraux contemporains avec des artistes de notre époque aujourd'hui, et ça fait polémique, c'est assez violent, on y reviendra dans quelques instants dans cette demi-heure d'ici à 10h30. Et puis, dans une demi-heure donc, nos quatre débatteurs à la Valérie Expert, auxquels nous souhaitons de bonnes vacances, eh bien nous les retrouverons pour débattre de tous ces sujets. Nous parlerons évidemment de l'attentat contre Donald Trump, nous parlerons aussi des échéances politiques nationales, puisqu'il s'agit cette semaine de la rentrée de l'Assemblée, des groupes qui vont se constituer ou non. Comment est-ce qu'enfin le nouveau Front Populaire va être capable quand même de s'entendre sur une ligne, sur un nom? C'est un des sujets bien sûr. Et puis les finances publiques de la France qui sont dans un état que vous connaissez tous, assez déplorable. Comment on va essayer de s'en sortir? Rapport de la Cour des comptes en ce moment même, conférence de presse de son président Moscovici qui est en train de présenter son rapport. Et puis à midi, un nouveau rendez-vous, les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz et Jamel Abdallah à la réalisation. Eh bien, vous saurez tout des coulisses des Jeux. La flamme dans Paris, c'est ce matin, c'est la consécration de son arrivée évidemment sur le lieu des Jeux. La Seine qui est devenue une véritable piscine, Madame Oudéa a plongé ce week-end, elle a grillé la politesse d'Anne Hidalgo. Et puis la sécurité, voilà ce dont nous allons parler, ça s'appelle les débats de l'été. On se retrouve tous, peut-être avec vos interventions aussi, pourquoi pas. Vous pouvez nous appeler, vous le savez, si vous voulez prendre la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Nous accueillerons vos appels pour débattre avec nos invités. Bonne matinée. Les débats de l'été, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors, évidemment, la plupart d'entre vous ont vu cette image. En son, qu'est-ce que ça donne? Dressez l'oreille, écoutez ça. Ça, c'est les ordres du service de sécurité, c'est le secret de service, évidemment. On est dans le meeting, la balle vient d'être tirée sur Donald Trump et Donald Trump blessé, et vous l'avez peut-être pas bien entendu là dans ce son, mais fight, c'est Donald Trump. Bonjour Marie-Christine Bonzon, vous êtes avec nous? Bonjour. Je voudrais vous remercier d'abord d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio ce matin. Vous êtes politologue, vous êtes française, mais journaliste et spécialiste des États-Unis. Vous êtes une des rares analystes, vous avez passé des années, des décennies à Washington. Vous êtes une des rares à avoir, en 2016, prédit la victoire de Trump, alors que beaucoup encore n'y croyaient pas. Alors, vous avez suivi évidemment les événements depuis hier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que la question, en fait, c'est est-ce qu'on n'a pas parlé trop vite de bascule dans cette campagne électorale? Et quel va être l'impact de ces événements, de cette image très forte, évidemment, et tout simplement de cette tentative d'assassinat sur Donald Trump? Toute tentative d'assassinat contre un élu politique aux États-Unis comme ailleurs, c'est un événement majeur. Mais je dirais que dans une campagne présidentielle dans laquelle on est en plein, actuellement aux États-Unis, c'est un tournant majeur. C'est quelque chose qui relève du séisme. On a eu 2 séismes en 2 semaines, si vous voulez, dans cette campagne qui n'a pas manqué de rebondissements depuis qu'elle a commencé, il y a plus d'1 an maintenant. D'abord, il y a 2 semaines, la prestation catastrophique de Joe Biden, qui a remis en cause au sein du Parti démocrate sa propre candidature au président sortant. Et à peine 2-3 semaines après, on a cette tentative d'assassinat contre le principal opposant politique du président en exercice, qui est évidemment Donald Trump. Non, c'est un événement majeur. C'est quelque chose qui effectivement a la potentialité de faire basculer encore plus l'élection vers Donald Trump, ce qui était déjà la dynamique avant que ces 2 événements majeurs se déroulent
déroule. Avant le débat, avant la tentative d'assassinat, la dynamique de la campagne, elle était en faveur de Donald Trump, aussi bien au niveau national que surtout dans le système américain, dans les États clés. Et cette position de Trump s'était déjà renforcée après le fameux débat. Oui, alors vous dites renforcé notamment par la faiblesse de Biden, mais est-ce que on a l'impression qu'on oublie déjà les images du procès accusé de viol, finalement reconnu comme violeur de fait. Sa condamnation a été repoussée à septembre. Le jugement lui-même, le délibéré finalement n'interviendra qu'en septembre. Mais on a oublié tout ça déjà. C'est là où vous parlez de bascule, c'est qu'au fond, vous disiez il y avait déjà une dynamique pro-Trump. Ça paraît bizarre au moment, alors même que le personnage est marqué par la justice américaine, clairement qualifié de violeur et de voleur. Les Américains n'ont pas oublié les procès qui ont eu lieu contre Donald Trump et les prochaines démarches judiciaires contre lui qui se dérouleront soit avant le scrutin, mais plus sûrement après. Ils n'ont pas oublié. Simplement, pour le moment, ce qui s'est passé dans les tribunaux face à Donald Trump a bénéficié à Donald Trump. C'est comme ça, c'est une réalité. Dans les sondages, la plupart des électeurs ont renforcé leur soutien à Donald Trump. Et là, Donald Trump va pêcher des électeurs dans deux grands groupes. Non seulement la base du Parti républicain, mais aussi certains républicains modérés, et surtout parmi les indépendants. Ce qu'on appelle aux indépendants aux États-Unis, les indépendants, ce sont les électeurs qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti républicain. Or, c'est la part majeure, dominante et grandissante de l'électorat américain. Plus de 43% des électeurs américains se considèrent comme indépendants, environ 25% démocrates et 25% républicains. Donc c'est chez les indépendants, ça a toujours été le cas, qu'une présidentielle américaine se gagne ou se perd. En 2020, c'est Biden qui avait reçu le soutien des indépendants. Pour le moment, dans cette campagne, cette année en 2024, c'est Trump qui a le soutien des indépendants. Ouais. Et les indépendants ont même renforcé leur soutien vis-à-vis de Trump depuis qu'il a été visé par tous ces procès qui ont été interprétés par eux et par d'autres aux États-Unis comme un acharnement judiciaire contre Trump, dans certains cas orchestré par des élus démocrates que sont notamment le procureur de New York, c'est un élu démocrate qui a fait campagne sur le thème de mettre Trump en prison. Donc, si vous voulez, c'est la réalité actuelle de l'électorat américain. Et pour le moment, et il suffit de très peu de mouvements dans les sondages, dans une élection présidentielle américaine, Thierry Guerrier. Ouais. L'élection américaine se gagne dans les États et dans une poignée d'États, des États fluctuants, des États clés. Quelle va être, dans la foulée des images que nous avons vues ce week-end et tout simplement de cette tentative d'assassinat, quel va être l'impact de cette convention républicaine qui était programmée? Là, il y a une forme d'apothéose pour le candidat Trump. La convention s'appelle d'ailleurs Trump 2024. Les conventions, c'est-à-dire les congrès d'investiture de deux grands partis qui contrôlent le système politique et électoral américain, Thierry Guerrier, ces conventions elles portent bien leur nom. En français, en mauvais français, elles sont conventionnelles. C'est-à-dire que conventionnellement... Oui, mais là, ça va changer de nature, ça va être encore plus puissant en termes d'image. Ça va être des rituels, ce sont toujours des rituels qui frisent le culte de la personnalité et qui n'ont aucun suspense. Depuis des années, ce ne sont plus des événements qui ont des suspens. Donc oui, le congrès d'investiture du Parti républicain qui s'ouvre d'ailleurs dans quelques heures à Milwaukee, dans le Wisconsin, c'est un congrès d'investiture qui va consacrer donc Donald Trump comme candidat officiel. Pour le moment, les deux hommes ne sont pas candidats officiels de leur parti, ils sont candidats présomptifs, ils ont remporté les primaires, les scrutins primaires, mais ils n'ont pas été encore adoubés par les délégués à la convention qui sont choisis lors des primaires. Donc là, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, dans une interview au New York Post, ce matin, indique qu'il a complètement réécrit son discours du congrès d'investiture. Il dit lui-même qu'il avait prévu un discours extrêmement dur envers l'administration Biden et qu'il l'a complètement réécrit pour changer complètement de ton. Alors, et ça va être vraiment l'une des conséquences. L'une des conséquences potentielles, c'est est-ce qu'on assistera de part et d'autre, camp démocrate, républicain, à un changement de rhétorique. Marie-Christine Bozon, vous avez raison d'insister, on va avoir dans quelques instants André Berkoff, une des grandes voix de Sud
Sud Radio qui avait interviewé Donald Trump avec nous et qui doit nous rejoindre au téléphone. Mais je voudrais citer, en effet, vous avez raison, ces propos de Donald Trump hier soir. On a l'impression qu'il a changé de ton ou changer de stratégie peut-être en redoutant ce qui dans quelques semaines pourrait devenir un boulet pour lui, finalement cette image de violence mais dont il pourrait être la source, puisqu'il dit, Trump, j'avais préparé un discours très dur à l'égard de l'administration Biden, je l'ai jeté. Je veux essayer d'unir notre pays. Vous êtes d'accord pour cette idée, avant que je me tourne vers André Berkoff, de considérer que là, peut-être, il y a un changement de stratégie à la faveur de cette tentative d'attentat contre lui, de Donald Trump ? Il y a un changement de ton, il y a un changement de ton également du côté du président Biden, qui à 3 reprises ce week-end a appelé à l'unité du pays, à faire baisser la température de la rhétorique. Ces deux candidats sont largement désavoués par le peuple américain, qui ne veut plus les voir à la Maison-Blanche, ni l'un ni l'autre. Le peuple américain en a ras-le-bol de ce système à 2 partis, et d'ailleurs il est fort possible que les électeurs indépendants dont je parlais, certains d'entre eux vont peut-être se dire, mais cette tentative d'assassinat, c'est la goutte qui fait déborder le vase du ras-le-bol qu'on éprouve envers ce système à 2 partis. On va soit s'abstenir, soit voter indépendant pour Robert Kennedy Jr., soit voter un petit parti pour le candidat, par exemple, du Parti libertarien. Vous savez, l'électorat américain n'est pas monolithique, d'ailleurs, ni dans le camp démocrate, ni dans le camp républicain, mais aussi en dehors de ces 2 partis. Merci infiniment Marie-Christine Bonzon, une des rares analystes qui avait vu venir la victoire de Trump en 2016. Vous avez été longtemps en poste à Washington. Merci de votre présence avec nous en direct sur Sud Radio dans les débats de l'été. André Berkoff, bonjour André. Bonjour Thierry. Bon, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. Évidemment, vous êtes une des grandes voix, des piliers de la station. Et alors là, vous êtes, je le rappelle, un de ceux qui avait interviewé Donald Trump. Vous connaissez le personnage de près, si j'ose dire. Votre sentiment, tout simplement, hier, quand vous avez été confronté à ces images, André? Bah écoutez, le sentiment, il est à la fois assisté parce que c'est un tentative d'assassinat, cette violence, mais on la connaît aux États-Unis et ailleurs. Enfin, ça, c'est ce qui était assez étonnant, c'est que ça rappelait de façon assez incroyable 60 ans, 1963, l'attentat de Dallas. Ouais, c'était aussi, soi-disant, on n'a pas, vous savez, Thierry, un truc extraordinaire, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. 60 ans après. On ne sait pas. Toutes les hypothèses ont été avancées, les plus folles comme les plus plausibles. Mais enfin, on n'a pas le fameux de l'histoire. Et là, c'était Lee Harvey Oswald dans une bibliothèque à Dallas. Et là, c'est ce tireur isolé, hallucinant d'ailleurs, dans un endroit qui n'était pas protégé alors qu'il aurait dû l'être, ce toit-là, etc. Incroyable. Enfin, à 120 mètres de l'ex-président. Il y a ça, et puis à un côté, évidemment, ça transforme évidemment la personnalité et l'image de Trump d'une certaine façon. Et alors justement, André, on se dit que peut-être on a été un peu vite en parlant de bascule, que ça lui est favorable là, aujourd'hui, à court terme, mais que peut-être, c'est ce que nous disait à l'instant une spécialiste des États-Unis, peut-être que tout de même, ça pourrait lui nuire à terme, là, dans les semaines qui viennent, si sur lui pèse l'idée qu'il est au fond à la source même de la violence. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, écoutez, très sincèrement, la violence est effectivement des 2 côtés, mais ça n'a rien à voir. Ouais. D'abord, je ne crois pas du tout que le peuple américain en a ras-le-bol. On va voir aux élections, il va voter, il en a ras-le-bol de l'un comme de l'autre. Je ne crois absolument pas à cette thèse-là, qu'il va voter libertarien pour un petit parti, etc. On n'en est vraiment pas là. Mais surtout, il faut voir, Thierry, que le fond du problème, c'est que Trump n'a jamais été admis par toute une partie de l'establishment, qu'il soit démocrate ou même républicain. Il n'est pas des nôtres. N'oubliez pas que c'est pas un parti, c'est pas un politique qui n'a jamais été élu, quoi que ce soit, avant 2016. Il était banni de l'immobilier, une espèce de multimilliardaire, etc. Il avait une émission de télévision, il était très connu, etc. Mais c'était plutôt du côté tapis à la puissance 10 000, etc. C'était ça, Donald Trump. Donc il arrive et il est déclaré illégitime par tout l'establishment démocrate et une partie, j'ai bien une partie, mais très active, du Parti républicain. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ce type qui avait été déclaré, c'était fini, voilà, il n'était plus là, il a eu 4 ans, et c'est terminé. Et rappelez-vous, la collusion avec les Russes, rappelez-vous les procès, il a été demandé désistement, impeachment, comme les Américains, au
moins 2 fois. Il a encore des procès pour tel ou tel problème que n'ont jamais fait, qu'on n'a jamais fait à Bill Clinton, qui a fréquenté un certain nombre de prostituées. Enfin, il est pas mal de ce point de vue-là. Hein. Oui. Donc, je veux dire, ce qu'il y a, c'est que les 2 poids 2 mesures, c'est pas mal. Donc, simplement, Donald Trump, aujourd'hui, effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu, mais surtout, je crois, Thierry, enfin, c'est mon opinion personnelle, que l'événement le plus important et qui a déchiré la chose, c'était le débat Trump-Biden. Oui, la faiblesse de Biden. Qui était protégé quand même, alors qu'on savait très bien qu'il n'était pas d'une acuité formidable, on a senti les failles. Et là, ça a été la panique. Je ne dis pas que c'est corrélé ce qui s'est passé hier, mais il y a eu panique aujourd'hui, et il dit comment on va faire. Et on est à 3 mois des présidentielles, 3 mois et demi. C'est encore plus flagrant, et j'écoutais certains intellectuels français, par exemple, très à gauche, style à Trump, qui pourtant disaient ce matin sur d'autres ondes, eh bien, oui, il faut bien reconnaître qu'il a été admirable physiquement dans la posture, la façon de dire, c'est ce qu'on écoutait tout à l'heure, fight, et puis de montrer son courage physique. Merci beaucoup, André. On vous retrouve quand? Vous êtes en vacances là, vous revenez quand dans Berkov, dans tous ces états sur Sud Radio? Oui, écoutez, en principe, on reprend donc début septembre, fin août, début septembre, et on sera toujours, Thierry, vous le savez, dans tous nos états. Hein. Eh ben, formidable. C'est notre ADN. Eh ben, on vous souhaite un très bon été dans tous ces états, en tout cas, avec beaucoup de soleil. Merci à vous, André Berkov, d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, restez avec nous, ce sont les débats de l'été. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Ravi de vous retrouver pour ces débats de l'été. Dans une dizaine de minutes à peu près, nous retrouverons nos 4 débatteurs autour des grands sujets d'actualité du jour. Bien sûr, l'attentat contre Donald Trump, tentative d'assassinat. Et puis bien sûr, les échéances politiques nationales avec cette semaine, sinon de tous les dangers, du moins de toutes les échéances pour un gouvernement à constituer, puisque demain, normalement, le président de la République accueille la démission, accepte la démission de Gabriel Attal, et puis l'Assemblée nationale qui doit constituer ses groupes. On doit savoir un petit peu où on en est. Voilà pour un des sujets, puis on parlera des finances publiques. Avant de revenir avec nos débatteurs, on va totalement changer de sujet avec une polémique qui est un petit peu souterraine pour l'instant, mais qui commence à prendre corps. Faut-il ou non accepter l'idée du président de la République, soutenue par la ministre de la Culture, Rachida Dati, de vitraux contemporains, des vitraux totalement neufs, créés par un artiste aujourd'hui, dans Notre-Dame de Paris, qui est en réfection et qui doit ouvrir, vous le savez, début décembre, le 8 décembre exactement. Nous sommes en direct avec Didier Rickner. Bonjour Didier Rickner. Bonjour. Bonjour et ravi de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Vous êtes auteur de ce livre Notre-Dame, une affaire d'État aux belles lettres. Et alors vous êtes un des grands défenseurs du patrimoine culturel et architectural français, mais notamment du patrimoine parisien. On sait vos conflits, vos débats, vos contentieux avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur des projets qu'elle a menés et qui sont à vos yeux et à votre goût pas tout à fait formidable. Alors, d'abord pour commencer, est-ce que vous voudriez bien nous dire un peu de quoi il retourne exactement? Qu'est-ce que c'est que ce sujet de vitraux? C'est des vitraux qui ont brûlé et qu'on veut remplacer? C'est des espaces vides dans lesquels on veut mettre de nouvelles vitres en quelque sorte décorées? De quoi il retourne exactement, factuellement, Didier Rickner? Alors justement, il n'est pas question ici de mettre des vitraux là où quelque chose aurait disparu ou brûlé. Les vitraux installés par Viollet-le-Duc lorsqu'il a restauré Notre-Dame existent 19e encore. Siècle, 19e siècle, Viollet-le-Duc. C'est ça, vers 1865. Existent encore. Ils répondent à tous les vitraux de la nef qui sont tous dus au dessin de Viollet-le-Duc, qu'il a fait faire par des maîtres verriers. Ouais. Il a conçu cela dans l'esprit du Moyen-Âge, en essayant de trouver des couleurs, une lumière qui correspondait à ce qu'il pensait, en tout cas, ce qu'on pensait à l'époque être le Moyen-Âge, et avec une unité de toute cette nef. Or, l'idée ici est d'enlever ces vitraux. On les enlèverait complètement.
complètement dans six chapelles, alors qu'ils ont été faits pour cet endroit et qu'ils sont classés monuments historiques avec l'ensemble de la cathédrale, et de les remplacer par d'autres vitraux contemporains. Donc l'idée n'est pas d'être contre, je ne suis pas contre les vitraux contemporains dans les édifices anciens. J'ai vu très récemment à Chartres, dans la chapelle qui se trouve, qui va maintenant abriter le trésor, qui se trouve derrière le chœur, qui est une chapelle du XIVe siècle, il y avait des verres blancs. On a remplacé par des vitraux contemporains qui vont être inaugurés bientôt et ça ouvrira en septembre. Eh bien, c'est magnifique. Donc, ça n'est pas contre des vitraux contemporains. Oui, mais n'empêche que vous opposez à 7 ans. Vous dites sur le principe, je suis pas contre des vitraux contemporains, mais n'empêche que ceux-là, vous les voulez pas. Pourquoi ? Je les veux pas parce qu'ils viennent remplacer quelque chose qui existe. Les vitraux contemporains dans un édifice ancien peuvent venir quand il n'y a rien à la place, quand il y a du verre blanc, et quand il y a un respect de l'œuvre d'art. Ça, je ne peux rien dire sur le respect futur de l'œuvre d'art puisque on ne connaît pas encore le projet qui sera retenu. En revanche, on sait que ça là existe encore. Donc ça revient vraiment à enlever des vitraux qu'on ne verra plus ailleurs. Mais Didier Rickner, toutes les époques ont voulu marquer les grands monuments et notamment en matière religieuse, les cathédrales. Est-ce qu'on pourrait pas tout de même faire une place à cette idée qui est celle du président de la République, semble-t-il, et de Rachida Dati, de conférer dans cette nouvelle Notre-Dame de Paris, en quelque sorte, qui renaît de ses cendres au sens propre, un lieu pour un artiste qui viendrait montrer à sa façon sa vision de sa religiosité et de la présence de la lumière, au fond, à travers la nouvelle Notre-Dame. Et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il y a d'autres emplacements. J'ai proposé, c'est un lecteur de la Tribune de l'Art qui l'avait proposé dans un commentaire d'un article, en disant pourquoi ne pas utiliser la tour nord, également la tour sud d'ailleurs, qui a la même chose, où il y a, donc la tour nord et la tour sud, c'est celles qui sont sur la façade. Oui. La tour nord, rappelons-le, c'est là où les pompiers ont véritablement sauvé Notre-Dame, oui, ils ont failli tomber avec elle. Ils ont failli mourir, tout à fait. Et bien à cet endroit-là, il y a des baies avec du verre blanc. On pourrait très bien imaginer une commande contemporaine. Il faudrait simplement s'assurer que de l'extérieur, ça ne serait pas trop visible parce que ça gâcherait, parce que le coloris. Donc il y a des espaces vierges en quelque sorte où on pourrait le faire. Oui. Oui. Et sinon, on défigurerait en quelque sorte ce qui avait été réalisé par Viollet-le-Duc. Certains disent que la vision de Viollet-le-Duc est un peu dépassée, que sa vision du Moyen-Âge était une vision un peu passéiste, conservatrice et assez inadaptée finalement à ce qu'était réellement le Moyen-Âge. Vous en pensez quoi en conclusion ? Alors ceux qui disent cela devraient se référer à la loi. La loi dit la cathédrale Notre-Dame est classée, et qu'est-ce qui est classé ? C'est l'État Viollet-le-Duc. Alors ils peuvent toujours refaire la loi, c'est leur goût, ça n'est pas le mien, mais n'empêche qu'on a classé l'État Viollet-le-Duc. Donc s'il n'aime pas tel ou tel monument classé, on devrait le démolir. Non, c'est absurde. Donc voilà, c'est ce que je répondrai à ces gens-là. Rappelons en plus qu'on nous dit parfois ce sont les modernes contre les anciens, etc. Eh bien, les modernes, ce sont ceux qui prennent en compte la protection du patrimoine, qui est une notion récente. Oui. Ça, c'est une notion récente. Donc, d'avoir mis toujours dans les bâtiments, d'ailleurs, c'est pas vrai, toutes les époques n'ont pas marqué tous les grands bâtiments, ça c'est vraiment une tarte à la crème. Il y a plein d'époques où il n'y a pas eu d'apport dans les cathédrales. Donc, d'abord, ce n'est pas vrai. Et ensuite, on a dit, à un moment donné, la cathédrale est classée monument historique. Ça ne veut pas dire ne pas la faire évoluer à la marge, mais certainement pas d'une manière comme celle-ci. Merci infiniment, Didier Rickner, d'être venu nous apporter votre vision de ce débat, vitraux contemporains ou pas à Notre-Dame de Paris. Vous êtes le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art et vous avez publié Notre-Dame, une affaire d'État aux belles lettres. Didier Rickner, on vous retrouvera sur d'autres débats sans doute avec nos débatteurs pour les débats de l'été. À tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est parti dans la tradition de Valérie Expert. On va retrouver pour cet été et pour nos débats de l'été nos 4 débatteurs que je vais vous présenter immédiatement avec 2 avocats, 2 journalistes, 2 hommes, 2 femmes. C'est très équilibré ce matin. Après, on verra si sur le plan de la sensibilité des avis, des opinions exprimées, on sera dans l'équilibre. Je vous présente Noémie Alioua. Bonjour Noémie. Bonjour, ravi. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur de La terreur jusque sous nos draps. On y reviendra dans quelques instants. Et puis Anne Durez, bonjour. Bonjour, enchantée. Je ne sais pas si on peut encore dire maître, mais vous avez été avocate notamment. Absolument, ouais. On est maître à vie comme on est médecin à vie, n'est-ce pas ? Vous êtes juriste à vie en tout cas. Vous êtes présidente de l'association
l'émission Femmes de loi. Un habitué de la maison, Alex Darmon. Bonjour. Bonjour, journaliste politique. C'est la chaîne YouTube Les Indécis qu'on connaît. Vous êtes producteur et auteur de documentaires et par exemple le ministre qui ne devait pas l'être. Exactement. Et puis Jonas Haddad, avocat, vous à votre tour. Bonjour. Maître. Jonas, vous êtes par ailleurs élu au Conseil régional de Normandie, sensibilité LR, dans la majorité en tout cas d'Hervé Morin, c'est ça, droite président de la région Normandie. Alors, on va revenir sur nos trois sujets si on en a le temps, bien entendu. La tentative d'assassinat contre Donald Trump. Les élections, ou plutôt leurs conséquences aujourd'hui avec l'Assemblée nationale qui se réunit cette semaine et dont on espère que les groupes vont se former pour savoir à peu près si le pays est gouvernable ou pas. Et puis la dette publique, la situation financière de la France. Mais d'abord, vos coups de gueule ou vos coups de cœur. Je vais commencer avec vous, Noémie Aliwa. Un petit coup de gueule. Oui, tout à fait. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder cette vidéo. Vraiment, elle vaut le coup d'œil. C'est la vidéo de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Voilà, on entend déjà les débatteurs sourire parce que sans doute ils l'ont vu. Figurez-vous que la ministre s'est mise en scène en train de plonger dans la Seine avec sa combinaison, son bonnet de bain et évidemment pourquoi ses mise lunettes. En scène, c'est pas une mise en scène, elle a plongé. Si, c'est une mise en scène parce qu'elle s'est aussi filmée, elle s'est faite filmer et c'est surtout la qualité des images que je vous invite vraiment à voir. On la voit patauger dans l'eau verdâtre en rigolant comme une enfant de 3 ans. On l'entend rire de joie, on la voit faire des ronds dans l'eau, l'étoile de mer, tout ça sous le ciel grisâtre parisien. Ah, moi je trouve que l'attitude est déplorable de la part d'une ministre. Alors évidemment ça part d'une bonne intention puisque l'idée c'est quand même de rassurer les athlètes parce qu'on est à quelques jours maintenant des Jeux Olympiques. Il va y avoir des compétitions qui vont se tenir dans la Seine à cet endroit-là. Donc bien sûr que l'ambition est bonne. Par contre la vidéo et la communication est catastrophique. Vous avez vu les réactions autour de cette table de ceux qui l'ont regardée parce que la vidéo elle est tout simplement mal faite. La réaction de la ministre et celle encore une fois il y a quelque chose d'enfantin dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon de faire des ronds dans l'eau. Donc la communication est plutôt ratée. Vous avez pardon, je fais de la provoque, mais les éléments de langage, on dirait un peu avec une voix plus douce et presque plus élégante. On dirait Anne Hidalgo qui parle là. Malheureusement, c'est une usine à même cette ministre. Vous savez, vous vous rappelez quand elle avait voulu chanter. On dirait Anne Hidalgo. Vous avez les arguments d'Anne Hidalgo. Figurez-vous que Anne Hidalgo, elle est censée elle aussi se baigner dans la Seine. Elle avait annoncé le 17 juillet. Normalement, ce sera mercredi. On va voir si elle va le faire. Elle l'avait déjà repoussé. On va voir si elle va de nouveau repousser ou si elle va s'y tenir. Mais en tout cas, voilà, c'est une communication assez déplorable de la part de la ministre, mais en même temps assez drôle, donc ça mérite d'être vu. Réaction de Jonas Haddad. Vous êtes d'accord avec cette critique? D'abord, en fait, dans la communication, et c'est pas à vous que je vais la prendre, la question c'est l'émetteur. Et l'émetteur est profondément dégradé. Je rappelle que Madame Oudéa-Castéra, au départ, elle était ministre de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports. Elle a été rapidement exfiltrée de l'Éducation. Vous vous souvenez pourquoi? Pire démarrage possible pour un ministre de l'Éducation. Deuxièmement, parce qu'elle avait dit et assumé que ses enfants, en effet, étaient dans une école privée, catholique parisienne. Mais vous savez, etc. toujours avec ce sourire un peu sympathique que décrivait Philippe Muret, qui consiste à montrer toutes ses dents comme le chat dans Alice au pays des merveilles, mais qui en réalité cache un véritable mépris de classe. Comme quand elle a chanté Jaja d'Aya Nakamura pour faire cool et en disant j'adore Jaja. Vous l'avez perçu comme ça. C'est rythmé, c'est sympathique. Et là hier, non mais attendez, là où elle a raison, c'est qu'elle criait comme une enfant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, je pense foncièrement dans leur tête, se disent nous sommes des bourgeois un peu coincés, nous avons envie d'envoyer une image sympathique. On en fait plus, mais ça fait trop. Tellement toc. Et donc c'est ça le problème. Et je pense que, vous savez, en tout cas, concernant la fonction ministérielle, la respectabilité, ça nécessite aussi, justement, un peu de distance et un peu de hauteur. Anne Durez, alors vous avez l'air pas du tout d'accord avec Noémie et avec Jonas. La vidéo m'a fait sourire, en effet. Ce que j'entends me fait sourire, pardonnez-moi, très respectueusement. Bon, écoutez, quelqu'un qui nage n'est pas en train de faire un défilé de mode d'abord, et ensuite ce que je trouve assez comment dire, qui prête à sourire, mais de manière assez positive dans cette vidéo, ou en tout cas dans la démarche de la ministre Oudéa-Castéra, c'est qu'elle vole la vedette à Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est vrai, son annonce d'aller se baigner, je ne parle pas de l'annonce du président Macron, je ne sais pas ce qu'il fera, je doute que quoi que ce soit se passe. Enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas... C'est poussez-moi, je fais un malheur, c'est ça, retenez-moi, je fais un malheur. Anne Hidalgo a annoncé, à grand renfort de communication, la maire de Paris a annoncé qu'elle se baignerait à telle date. Ensuite, ça a été repoussé, décalé. Donc, il y a des annonces.
Et puis finalement, il y a rien, quoi. On verra mercredi. Mais moi, il y en a une comme ça. Ce qui est intéressant, au-delà de l'image du symbole, elle nage, comment elle nage. Mais Anne, ça a coûté 1,5 milliard. Ouais, mais bon, au moins c'est la ville qui a essayé ça. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais pour rien. Ça, c'est le sujet. Oui, mais ça a coûté 1,5 milliard toute cette pantalonnade. Cher Jonas, ça, c'est un vrai sujet. Après, qu'elle se baigne. Ça, je rejoins. Vos critiques là-dessus. Pourquoi faire ? Est-ce que les athlètes courront un risque ou pas ? C'est ça le vrai sujet. Ouais. Mais justement, la ministre est venue faire son job en quelque sorte. Elle dit, au moment elle est en charge des sports, au moment où vont commencer les Jeux Olympiques à Paris, ça fait un siècle que ça n'a pas été le job. Voilà, elle plonge. Il n'y a pas une forme de mépris, je trouve, chez vous, Jonas, chez moi, Noémie, vis-à-vis de la ministre. Bourgeoise qui... Non, moi je pense qu'au contraire, c'est un mépris, ce qu'on appelle un mépris doux. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que foncièrement, elle doit se dire ne prenons pas les électeurs pour des cons, mais n'oubliez pas qu'ils le sont. C'est vraiment, je pense qu'elle doit se dire, ça fait sympathique, ça fait jaja, quoi. Alex Darmon. Non, mais déjà, il y a une promesse qui est tenue, c'est bien, en ces temps politiques un peu perdus. Je trouve qu'elle tient sa promesse, au moins elle va se baigner. Après, le problème pour moi d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est que quand elle vous parle, on a toujours l'impression qu'elle nous prend pour des imbéciles, en fait. Donc là, vous rejoignez Jeunesse. Non, mais non, parce que je dis pas qu'elle ne devait pas le faire, mais peut-être qu'elle aurait dû le faire plus sobrement, juste une image, pas besoin non plus de dire elle est bonne, elle est douce, elle est magnifique. Oui, je veux dire, non, mais c'est pareil. Elle parlait de la scène. Elle est verte, elle est douce. Je dois dire que, pour être tout à fait honnête intellectuellement, le côté « Oh, c'est fabuleux !» sur BFM m'a complètement scotché. Je me suis dit « Mais tais-toi, nage et tais-toi !» En termes de communication, c'est pitoyable, vraiment. C'est-à-dire qu'elle a enchaîné les erreurs de communication. Elle n'y arrivera pas. Et là, c'est la fin, parce qu'elle va partir à un moment donné, dans quelques semaines, quelques mois, elle pourrait se faire discrète, récupérer un peu de crédit. Et non, il faut qu'elle remette une couche. Voilà. Après, moi, j'enlèverai au fait qu'elle l'ait fait. Elle s'est baignée. Elle a dit qu'elle le ferait. C'est la seule pour le moment. Voilà, elle était bien habillée. On était sûr que l'eau pouvait pas toucher son corps ou son visage. La bouche quand même. Parce que tu nages, t'en prends dans la bouche. Mais en tout cas, elle l'a fait. Et ça, mais vous voyez, il y avait rien qu'à aller. Juste quand elle commence à partir se baigner, hop, déjà elle glisse tout de suite avant de rentrer dans l'eau. Vous voyez. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui sont pas sur les réseaux sociaux, il faut dire que ça pullule depuis hier de blagues sur la question. Mais dans quel hôpital est-elle ? Quand est-ce qu'elle va sortir de l'hôpital ? Comment est-ce que quand va sortir son troisième œil. Voilà, c'est ça. Bon, enfin bref. Alors on va rester avec vos coups de gueule et coups de gueule des débatteurs des grands débats de l'été. Avec vous, Anne Durez, sur les Jeux Olympiques. Et vous, c'est un coup de cœur. Alors mon coup de cœur est destiné à un hommage que j'ai envie de rendre à tous les bénévoles. Il y en a des dizaines de milliers. Alors les JO, moi je souhaite pour le pays... On les a pas encore vus à l'œuvre, vos bénévoles, mais on va les voir là. Absolument. Moi j'en ai vu quelques-uns que je connais, qui se sont formés, pour certains d'entre eux et certaines d'entre elles, sur leur denier, pour avoir un brevet de sécurité civile, ce qui n'est pas forcément obligatoire pour être bénévole au JO. Mais je connais un certain nombre de bénévoles, et ce que j'ai lu et ce que je vois des témoignages d'entre elles et d'entre eux, premièrement, je trouve qu'il faut rendre hommage à cet engagement citoyen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors ? Ils vont être bénévoles pourquoi ? Alors, ils vont être bénévoles... Parce qu'on a parlé de ceux qu'on va embaucher pour la sécurité. Ceux-là, ils seront payés. Mais les bénévoles, ils vont servir à quoi ? Pour guider, alors peut-être pas les athlètes, mais les participants... pour aider à la régulation des flux, ça n'est pas un moindre enjeu. Indiquer aux gens où aller, à tel endroit, à droite, à gauche. S'il y a un problème, alors je ne dis pas qu'ils vont prendre en charge, ça n'est pas la sécurité civile, ça n'est pas le SAMU, ce ne sont pas des médecins, mais je pense qu'avoir déjà face à soi ou à des points précis, réguliers... Distribuer les bouteilles d'eau... Voilà, des personnes... qui vont apporter leur aide, alors je n'ai pas en tête, mais une aide essentiellement logistique et une présence. Et le sourire aussi, l'accueil des étrangers. Ce sont des milliards de personnes qui vont regarder la France, pas que Paris. Paris n'est pas le centre de la France, mais Paris et les autres sites olympiques. Essentiellement et je trouve que j'ai envie de leur rendre hommage parce qu'on critique beaucoup les JO avant même leur tenue. Moi, je souhaite pour le pays, j'ai mes petites critiques personnelles, mais je souhaite profondément pour le pays que ce soit une belle réussite. Et ils vont apporter avec leur sourire, parce que leur volontarisme, au fond, une autre image de la France. Absolument. Le Français accueillant. Voilà, on dit souvent, les gens ne sont pas engagés, la démocratie ne fonctionne pas. Là, c'est un beau témoignage actif, d'un engagement intergénérationnel, citoyen, gratuit, gracieux. Et je trouve qu'au moment où le pays est profondément divisé, on va parler ensuite de ce qui va se passer ou de ce qui se passera, probablement, certainement, peut-être, à l'Assemblée nationale.
Je trouve que l'expression d'un tel engagement, sans caractère partisan, c'est ça aussi faire nation. Oui. Et je trouve qu'on a besoin d'unité, on a besoin de faire nation, et ça, je trouve que c'est un beau coup de chapeau qu'on peut leur rendre à tous ces bénévoles. Alex et on Darmon. leur souhaite, voilà. Ouais, beaucoup de jeunes, hein. Moi je sais que dans ma société, des jeunes prennent des vacances Exprès pour être là. exprès pour être bénévoles. Ah, pas pour fuir Paris, mais pour être là. Non, pour être bénévole au Club France. Ils vous expliquent, moi ils m'ont expliqué ce qu'ils allaient faire, et je vais mettre ça en perspective des Jeux Olympiques de Rio auxquels j'avais assisté, et où effectivement, c'est à chaque fois dans les JO, vous avez des bénévoles du pays qui accueillent et qui sont là pour vous guider dans le métro, sur les sites, parce que les sites sont immenses, hein. Enfin, en tout cas c'était le cas à Rio. À Paris, on va voir dans quelques jours, les sites sont immenses pour vous aiguiller, pour que ça vous perdiez le moins de temps possible, et donc effectivement je trouve ça plutôt bien, plutôt cohérent, plutôt même sympa de la part de ces jeunes, parce qu'il y a vraiment énormément de jeunes qui vont participer et être bénévoles aux Jeux Olympiques. Alex Darmon qui est toujours sur les bons coups. Vous étiez au JO de Rio. Ouais, je dirais pas on a pourquoi. tous rêvé. Oui, d'accord. On a tous rêvé d'y être, et vous serez au JO de Paris. En tout cas, certains de vos collaborateurs, on vient de l'entendre, sont bénévoles. Alors, on vous retrouve tous les quatre, Noémie Alioua, Anne Durez, Alex Darmon et Jonas Haddad, pour la suite des grands débats de l'été, avec vos coups de gueule et vos coups de cœur. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avec nous pour leur coup de gueule, leur coup de cœur dans ces débats de l'été, nos quatre débatteurs: Jonas Haddad, qui est avocat, Alex Darmon, qui est journaliste politique, Anne Durez, avocate elle aussi, présidente de l'association Femmes de Loi, et Noémie Alioua, journaliste et essayiste. Alors, Alex Darmon, on va changer complètement de sujet avec vous. Vous, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? C'est un coup de gueule pour lancer un coup de cœur. Voilà, comme ça, au moins, c'est bien, c'est les vacances. C'est double. Ouais. Non, c'est sur la tribune de Sophia Aram dans le Parisien. Sophia Aram, l'humoriste qui officie chez vos confrères de France Inter, qui a gagné un Molière il y a quelques semaines pour son One Woman Show, et qui a été pris à partie par Blanche Gardin, vous savez, et Aymeric Lompré, d'ailleurs les deux, Blanche Gardin et Aymeric Lompré, qui sont deux qui ironisent sur l'antisémitisme, humoristes, voilà, tous les deux, qui ont ironisé sur l'antisémitisme lors d'une soirée en soutien à ce qui se passe à Gaza, en arrivant sur scène en criant: nous sommes tous antisémites depuis le 7 octobre, en voulant faire du second degré, mais ça n'a pas marché, en fait, en quelque sorte, en tout cas sur la sphère publique après. Et ils ont pris à partie lors de ce sketch Sophia Aram sur scène en disant que pour gagner un Molière, il fallait être islamophobe. En parlant de Sophia Aram, c'est ce que dit Blanche Gardin sur scène. C'est ce que dit Blanche Gardin, et en défendant les Juifs et dans la sphère publique en quelque sorte. Et Sophia Aram a réagi dans sa chronique, dans son papier, dans un édito, hier dans le Parisien, où elle explique d'abord elle explique qu'elle est athée, pour commencer, et qu'elle en a marre qu'on la ramène toujours au fait qu'elle soit d'origine musulmane, et surtout qu'elle a pas que personne n'a à dire ce que les Juifs français doivent penser de l'antisémitisme, et surtout pas elle non plus ce qu'elle a à penser de l'antisémitisme. Et son papier est vraiment fort. Enfin, une réponse. Vous avez vu peut-être la vidéo aussi qui a tourné ces dernières heures sur la lutte contre l'antisémitisme. Enfin une réponse à la hauteur. Enfin une réponse aussi à des gens qui provoquent pour provoquer gratuitement sur l'antisémitisme en tant que tel. Et enfin des mots forts dans un papier de la part d'une humoriste qui dit qu'on peut avoir la juste mesure des choses sur ce qui se passe tant en Israël et à Gaza, et en même temps pouvoir dire aussi qu'on est solidaire avec ce qui se passe pour le peuple palestinien. Cette tribune de Sophia Aram dans le Parisien aujourd'hui en France, qu'on peut lire dans toute la France en achetant aujourd'hui en France par exemple, cette tribune publiée hier pendant le week-end, dans cette tribune Sophia Aram met le doigt sur un aspect dans la critique finalement en islamophobie supposée de la part de Blanche Gardin à son égard. Elle met l'accent sur l'idée qu'au fond, ça deviendrait impossible. On est en train d'essayer de nous interdire par le poids du politiquement correct le fait de se permettre de critiquer telle ou telle religion, l'idée même de la religion, ce qui là deviendrait complètement fou et n'est plus du tout dans la tradition républicaine depuis la Révolution. On peut se permettre le blasphème est autorisé. Ça a coûté leur vie à l'équipe de Charlie Hebdo quand même. Premièrement, vous avez raison, le blasphème est autorisé, et il est même franchement aujourd'hui nécessaire dans notre société. C'est aussi ça qui fait nos valeurs et notre force. C'est le fait qu'on puisse critiquer toujours avec une certaine forme de bienveillance, mais critiquer ou nous dire qu'on ne comprend pas certains actes des uns et des autres. Y compris les cléricaux juifs, y compris les rabbins, on peut y aller ? Non mais tout le monde.
Enfin, je veux dire, vous avez jamais eu de la part, en tout cas, de la religion juive. Je crois, peut-être que je me trompe. Quand il y a eu des critiques dans Charlie Hebdo, parce qu'il y en a eu, ou dans d'autres médias, vous n'avez jamais eu des juifs qui allaient faire des attentats ou crier des choses qui étaient contre-républicains. Enfin, jamais. Je crois pas. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose dans cette tribune, parce qu'il faut revenir à cette tribune, moi, je la trouve très forte cette tribune, c'est que elle est prise à partie directement sur scène, alors qu'elle a rien demandé. Qu'elle essaye juste de s'exprimer, qu'elle dit des choses qu'elle pense, voilà, Sophia Aram, et elle a le droit, justement, on en revient à ce que vous disiez, et que derrière, elle explique pourquoi elle comprend pas, pourquoi on s'en prend à elle. Et moi, je trouve ça fort, et je trouve ça intéressant de sa part. Oui, c'est surtout qu'on a, dans la scène que vous décrivez avec Blanche Gardin et le deuxième humoriste, Lompré, eh bien, il se moque d'elle, au point même de rendre grotesque l'idée de pouvoir critiquer l'islam, par exemple, ou le catholicisme, ou les rabbins. Jonas Haddad. En fait, ce qui est très singulier et qui est un fait là depuis quelques années, c'est qu'on voit bien que en réalité, les personnes qui sont de gauche et qui sont en d'une ligne plutôt islamo-gauchiste n'acceptent pas que des personnes qui soient d'origine maghrébine... Les islamo-gauchistes, pas les gens de gauche. Tous les gens de gauche ne pensent pas comme ça. Non, ceux de tendance islamo-gauchiste n'acceptent pas que des personnes qui sont d'origine maghrébine, puisque là, elles ne revendiquent son athéisme, sortent de leurs conditions. Ils veulent les enfermer dans cette condition victimaire. Ils veulent leur dire, de toute façon, vous devez être avec nous. Et un musulman ne peut pas critiquer l'islam, quoi. C'est ça qu'en gros... Et c'est ce qui est singulier, c'est d'ailleurs, et elle le dit très bien dans la tribune, elle dit... Ma chère Blanche, mon cher Aymeric, sous-entendu, comme à la France Insoumise, vous êtes des Français depuis des générations, des millénaires, vous avez quelque chose à vous êtes dans la repentance, très bien. Vous avez un complexe vis-à-vis de l'islam, très bien. Mais ne plaquez pas sur moi vos complexes de bourgeois qui ont envie de se faire excuser de quelque chose. Et donc c'est assez juste de montrer qu'en permanence, c'est comme ces chroniqueuses de CNews à qui j'adresse toute ma solidarité, et pardonnez-moi du terme parce que voilà, c'est horrible qu'on les traite sur les réseaux sociaux d'arabes de service. Elles sont nombreuses. Toutes les présentatrices, ou même la Christine Kelly, qu'on traite de bounty. C'est-à-dire dès qu'on sort du cercle de l'islamo-gauchisme, de la condition victimaire... Elle a dialogué avec Éric Zemmour pendant voilà, un temps, et ben on leur dit, vous n'avez pas le droit de sortir de ce cercle-là. Anne Durez. Oui, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, et je pense que tout ce que révèlent aussi ces polémiques, parce que ce sont des polémiques sérieuses, c'est l'incompréhension ou le refus de comprendre ce qu'est l'état de droit en France. Nos règles. Nos règles. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas et qui refusent d'entendre que le blasphème est autorisé en France. On a le droit de dire du mal d'une religion, voire de dire... Ça fait peut-être pas plaisir à tel ou tel partisan de telle ou telle religion, mais c'est autorisé. Et puis j'ai aussi envie de dire qu'à partir du moment où on reste dans le cadre de l'état de droit, qui est ma boussole, je suis juriste, je pense qu'il faudrait que chacun se pose des questions. Puis on n'est pas obligé d'entendre ou de lire ce qui ne nous convient pas. Je veux dire, il n'y a pas des haut-parleurs comme ça, on est en France... Vous dites on n'est pas obligé d'entendre, pardon, je vais vous faire ça peut vous sembler tiré par les cheveux, je vais rapprocher ça des États-Unis et de ce qu'on a vu hier. Hier, tout de même, 2 personnages ont parlé en permanence de Dieu, et pour cause, et quel personnage ? Donald Trump lui-même, mais aussi Joe Biden. Oui, mais Alex, ce que je veux dire, c'est que certains ici, en France, ramènent notre état de droit et notre philosophie politique à cette même vision où Dieu serait... Comme ils ramènent la notion de race qui vient des États-Unis et que nous avions réussi à abolir grâce à des gens comme Rokhaya Diallo, ils remettent la race dans le débat. Nous avions sorti la race et la religion avec cette de notre débat, et ils la ramènent par... On se prend le boomerang américain. En France, dans un tribunal, très rapidement, on jure, on lève la main, on jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dans une cour d'assises. Mais pas sur la Bible. Pas sur la Bible, pas sur le Coran, pas sur la Torah, on jure, voilà. Et nous sommes un État laïque, c'est peut-être difficile à accepter pour certains, mais c'est comme cela, et c'est différent aux États-Unis. Mais il faut quand même prendre conscience, malgré tout, que notre modèle républicain est menacé à l'heure qu'il est. C'est-à-dire qu'effectivement, on a encore le droit au blasphème dans notre pays, mais la liberté d'expression recule, et les professeurs vous expliquent de plus en plus qu'ils n'osent plus aborder certains sujets, que malgré tout, il y a une intériorisation des peurs et du danger qui fait que, sans doute, que les humoristes aussi ne vont plus aussi loin qu'ils allaient avant dans la critique de la religion. Donc manifestement, tout ce courant-là, si vous voulez, qui
attaque notre République, qui attaque la laïcité, qui attaque nos valeurs, est en train d'avancer. Ça, c'est un fait. Et ensuite, pour revenir sur le courage de Sophia Aram et de tous ceux qui font partie de ce mouvement qu'on appelle les ex-muslims, c'est-à-dire que c'est ces gens qui ont grandi dans un milieu religieux fondamentaliste parfois lié à l'islam et qui décident de s'en émanciper, eh bien, ce sont souvent si vous voulez, des victimes de ces mouvements qui ne supportent pas qu'ils s'émancipent. Alors, le modèle républicain serait en train de nous filer entre les doigts, ça c'est une chose, mais on va basculer dans la politique avec ce coup de gueule de Jonas Haddad ce matin, avant qu'on en revienne à l'avenir dans les heures et dans les jours qui viennent de l'Assemblée nationale. Jonas Haddad. Alors moi, c'est un coup de gueule, mais en même temps un encouragement à tous les leaders de la droite. Que ce soit c'est le militant LR qui parle. Oui, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Hervé Morin, que ce soit Laurent Wauquiez, que ce soit Michel Barnier, que ce soit Jean-Louis Borloo, David Lisnard, je peux en énoncer des tonnes. Je leur demande juste une chose, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'en face, depuis une semaine, on a le droit à un épisode de Groland dans lequel le nouveau Front Populaire nous fait croire qu'ils ont gagné avec une vague énorme l'élection législative, nous désigne régulièrement des nouveaux premiers ministres, Huguette Bello un jour, Olivier Faure le lendemain, Jean-Luc Mélenchon une autre fois, et la droite est apathique. Elle n'est même pas capable. Vous dites à vos chefs, à vos leaders, on vous entend pas. Je leur dis, réveillez-vous. On voit souvent des images de gens du NFP soudés ensemble, en train d'essayer de discuter les uns avec les autres autour d'une pizza ou autour d'un boulgour vegan. Je leur demande juste qu'ils accélèrent, parce qu'en fait, la France a besoin de droite. Vous savez, un boulgour vegan, vous savez fondamentalement, la difficulté, c'est que la gauche ne baisse jamais la tête. Et la droite, dans ce pays, a une difficulté à montrer que c'est Dominique Grenier qui l'a très bien montré, il a fait l'étude. La gauche aujourd'hui, sur les législatives, représente 27%, les droites représentent 47%. Ouais. Et les leaders de droite sont apathiques. Enfin, je dirais pas du tout que les leaders de droite ne sont pas apathiques. Ils ne sont pas d'accord sur la stratégie à mener, à savoir s'allier ou non avec Macron. Et là, il y a deux lignes. Il y a Dati qui dit rejoignez-nous, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose ensemble. Il y a la ligne Wauquiez qui dit non, nous n'allons pas rejoindre le paquebot macroniste qui de toute façon va couler. Et il y a encore une autre ligne, celle de Ciotti, qui disait il faut s'allier au RN. Donc finalement, en fait, si vous voulez, la droite n'a pas véritablement conçu sa stratégie parce qu'elle est éclatée. Noémie, jusqu'à preuve du contraire. Argument que Noémie vient de vous mais un argument sur lequel je suis d'accord, mais le NFP, ils étaient tous Front Populaire très pas d'accord aussi. Mélenchon mettant Rima Hassan et l'autre avec Glucksmann, et ils se sont pris la tête. Mais la réalité, c'est qu'au final, ils arrivent à s'aligner c'est pas un exemple, pour aller chercher le Front Populaire. C'est pas un exemple, le nouveau Front Populaire. Et excusez-moi, mais juste la droite, c'est qui les chefs aujourd'hui? Je viens de les annoncer 4. Mais qui sont les gens? On reprend le débat dans quelques instants. On va faire la place à la pub immédiatement, et puis on revient avec les grands débats sur la tentative d'assassinat de Donald Trump, et puis alors la politique, en effet, lancé par Jonas Haddad à l'instant. Vous êtes sur Sud Radio, ce sont les grands débats de l'été. On vous retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec vous jusqu'à midi avec nos 4 débatteurs, Jonas Haddad, Noémie Alioua, Anne Durez et Alex Darmon. Et on va revenir sur la façon dont vous avez vécu, tous les 4, ces images hier. Comment d'ailleurs avez-vous été, à quel moment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous avez filé sur une chaîne d'info continue pour essayer de voir l'image? Parce qu'on se demande ce qui se passe quand même. Moi j'ai vu surgir tout d'un coup sur Twitter, sur mon compte, l'image de ce sang sur la joue de Trump. Je me dis tiens, il se passe quelque chose, et pour cause. Oui, et d'ailleurs on était en pleine nuit, en tout cas en France, et il était 1h du matin comme ça, et c'est vrai que quand l'information est tombée, vous étiez encore oui, je rentrais d'une émission sur une chaîne d'infos en continu justement, et je traînais sur les réseaux sociaux, et j'avoue que j'ai pas réussi à dormir. Je suis restée de 2 heures à attendre la suite des informations. Ah oui, carrément. Oui, parce que c'était bien sûr, c'est un événement qui va rentrer dans l'histoire, donc on a du mal à aller dormir quand on est en train de se rendre compte de ce qui vient de se passer. Et puis on a mis un petit peu de temps aussi d'être sûr qu'il allait bien, et puis l'enquête continue. Il y a encore beaucoup d'éléments qu'on n'a pas, donc on a envie aussi de continuer à suivre cette histoire. Évidemment, c'est un moment important de la campagne américaine, de l'histoire.
Alex Darmon, comment est-ce que on fait un petit tour rapide? À quelle heure vous l'avez su? Comment vous en êtes rendu compte? Tout de suite, je rentrais d'un dîner, pour rien vous cacher, vous raconter un peu ma vie privée. Je rentrais d'un dîner, j'étais dans le taxi pour rentrer, et c'est vrai que j'ai vu sur X en fait les alertes surgir, et très vite, en plus, on voit très vite l'image derrière. Cette photo avec le non, mais même une image c'est un maquillage, j'y croyais pas. Et ce réflexe que Donald Trump a en se touchant l'oreille, en se baissant immédiatement et tout. Et en fait, ça fait plein d'images dans votre tête à un moment donné, avec plein de réactions, quoi. Moi aussi, je vais raconter ma vie. Bon, j'étais à une soirée qui battait son plein et j'ai reçu un texto d'un ami qui vit, qui est en partie à Washington, en partie de son temps. Et en fait, j'ai regardé tout de suite. Et c'est lui qui vous alerte, c'est lui qui vous a prévenu. Oui, c'est lui qui m'alerte. SMS, bon, il est beaucoup sur les chaînes sollicitées, mais peu importe. Alors, la violence aux États-Unis. C'est dans leur culture, mais ce que j'ai regardé tout de suite, c'est sur Internet, ce qu'on disait. Et la force de l'image, vous avez raison, elle est importante. Mais moi, j'ai retenu 2 images quasi, pas concomitantes, mais qui se sont succédées extrêmement rapidement. Lesquelles? Le sang. Ouais. Et ensuite, le point levé de Trump. Fight. Et cette image-là, moi, je ne suis pas partisane de Trump, je ne suis pas une fan de l'individu, de l'ancien président. Pour autant, je dois dire que la puissance de l'image qui le donne insubmersible, c'est ça, cette image, face à un Biden affaibli, c'est une sacrée com dans ce qui lui est arrivé. Et pourtant, c'est un photographe de l'AP, donc Associated Press, qui l'a prise, qui n'est pas une agence qui est particulièrement pro-Trump. Ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est l'instant qui a été capturé. De l'agence France-Presse américaine, deux des plus grandes agences mondiales. Jean Sadat, vous dormiez comme moi ou vous étiez... Je dormais. C'est lundi matin. Donc dimanche matin. C'était dimanche matin. Alors, on s'en est rendu compte dimanche matin, c'est ça. Immédiatement, moi, il y a 2 choses qui m'ont traversé la tête, parce que nous sommes en 2024. Et il y a 20 ans, il y a 30 ans, une image pareille, je pense que la réaction aurait été d'abord unanime. Je pense que tout le monde aurait condamné. C'est le cas. Oui, c'est le cas, mais c'est pour ça que j'y viens. Et deuxièmement, il n'y avait pas autant de théories du complot. Et je me suis dit, attention, parce qu'on est dans un moment dans lequel, à la fois les États-Unis, mais aussi le monde occidental est très polarisé. Et j'ai eu peur, parce que j'ai senti un petit moment de flottement, que pendant quelques heures, les gens disent... Ah mais oui, finalement c'est Trump, c'est pas grave, voilà. Et il y a eu un moment dans lequel je sentais, par exemple, j'ai eu des amis, moi j'ai tout de suite réagi en disant que la démocratie américaine, etc. Et tout, ils disent, qu'est-ce que tu soutiens Trump? Je dis non mais t'es bête ou quoi? Enfin c'est pas une question de soutenir Trump ou pas, c'est une question de s'associer au fait que la violence n'a pas sa place dans la politique. Et deuxièmement, je me suis dit, on est quand même en 2024, et donc vous allez voir toutes les théories complotistes qui auraient mis du temps à fleurir sur un autre attentat de ce type-là il y a 20 ans, et là immédiatement vous avez vu des trucs un peu complètement délirants. Je vais vous citer un tweet qui m'a surpris hier, c'est celui de Jean-Marc Dumontet. Jean-Marc Dumontet, c'est un grand propriétaire et producteur de spectacles, de théâtre, le théâtre Antoine par exemple à Paris, il produit des spectacles. Proche d'Emmanuel Macron. Voilà, et il est proche d'Emmanuel Macron. Et c'est un débatteur qui pourrait d'ailleurs être dans nos débats. Eh bien, il écrit, c'est très triste ce jour pour la démocratie américaine, la violence est abjecte dans un état de droit et c'est condamnable. Bon, donc là, il est sur votre ligne, mais il ajoute, mais quand la violence vient renforcer un candidat violeur, voleur, félon, tricheur, commanditaire dans l'invasion du Capitole, c'est vrai, il y a eu le 16 janvier 2021, 6 morts quand même au Capitole, amis des dictateurs, on est accablé, voilà ce que dit Jean-Marc Dumontet. C'est un peu ce que vous redoutiez ? C'est ce que je redoutais, et d'ailleurs Jean-Marc Dumontet se situe en faisant ça à la gauche de Sandrine Rousseau, parce que Sandrine Rousseau, qu'on accable de plein de mots, a eu des mots extrêmement clairs en dénonçant cela, et en ayant une pensée pour la personne qui est décédée, parce que je rajoute... Il y a sur Sud Radio que Jonas Sadat vient soutenir Sandrine Rousseau. Je vous assure, et ce sera peut-être la seule fois. Mais non, mais pour vous montrer qu'à un moment, il y a de l'extrême gauche, mais il y a parfois aussi Jean-Marc Dumontet. C'est l'extrême centre. Non, mais ce qu'il dit là, il a raison. Je veux dire que il a raison quoi. Tout oublie qui est Donald Trump. Mais quel est le rapport avec la tentative d'assassinat? Il n'y en a aucun. Il doit être combattu en tant qu'adversaire politique par ses adversaires, mais certainement pas d'une façon violente qui atteint à son intégrité physique. C'est ça le problème. Justement, les démocraties servent à pacifier les violences, à essayer d'organiser, si vous voulez, des contradictoires, des débats d'idées, des idées politiques qui s'affrontent. Et tout ça sert normalement justement
à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agression physique. Alors pour aller dans votre sens, je fais un peu de provocation, mais c'est pour nourrir le débat ici, pour aller dans votre sens, il y a quand même le sentiment aujourd'hui, alors que va s'ouvrir la Convention républicaine, certes le rituel est très attendu, mais quand même ça va être l'apothéose pour le candidat Trump, on a quand même le sentiment que du côté démocrate, un peu par défaut, et du côté républicain aussi, chez Trump, tout le monde est autour d'une seule thématique aujourd'hui, l'unité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Alex Darmon ? Alors oui. Mais après, ça date pas de samedi, l'unité, même de la part de Donald Trump. Faut quand même savoir que Donald Trump... Il a changé de discours, il le dit lui-même. Attendez, il a changé de discours, mais pas depuis samedi, encore une fois. Si, il le dit. Peut-être qu'il le dit, mais en tout cas, même dans son discours politique, dans son discours de campagne, ça fait plusieurs semaines que Donald Trump prend un petit virage quand même, on va apaiser, tout le monde va redescendre d'un cran, grâce à une femme qui commence à se faire connaître, qui s'appelle Susie Wiles, qui est sa nouvelle directrice de campagne aux États-Unis, et qui adoucit le discours. Pourquoi parce que ils veulent absolument s'éloigner de ce qui s'est passé au Capitole il y a 4 ans. Parce qu'ils veulent absolument s'éloigner de la campagne de 2016. Ils veulent qu'on l'oublie, ça. Ils veulent le normaliser. Je ne vais pas dire comme Hollande, mais pas loin. Ils veulent faire en sorte que Donald Trump soit beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Mais vous voyez bien que quelquefois quand même, il y a des sautes d'humeur qui ressortent, mais qui vont le servir. Quand vous voyez, on parlait tout à l'heure, vous voyez l'image de Donald Trump qui se baisse, se relève, et il est dans un moment politique extraordinaire à ce moment-là. Extraordinaire ce moment. Il se relève et avant de partir, il dit wait, fight. Vous allez voir que dans les heures qui viennent, des t-shirts vont sortir, des mugs comme il sait faire. Il va imprimer sa marque sur cette campagne. Il va se servir de ce drame parce que c'est un drame. Un attentat politique, ça reste un drame. Une tentative d'attentat politique, ça reste un drame. Il va s'en servir pour se renforcer. Mais ce discours d'unité et de faire en sorte qu'on rassemble le peuple américain, ça fait plusieurs semaines que Donald Trump travaille dessus. Mais de quoi il a peur, Donald Trump, finalement, et sa directrice de la communication, la nouvelle que vient de citer Alex Darmon? Il a peur qu'au fond, on fasse de lui la source de toute la violence politique aux États-Unis avec le Capitole. Je pense aussi qu'il a peur que lui échappe la victoire qui lui est promise. Parce que, excusez-moi, il y a un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est Joe Biden. Les débats, ça fait de la peine pour la démocratie américaine, qui est une grande démocratie. Voilà. Et si vous voulez, quand on voit le niveau de Joe Biden, on se demande s'il ne devrait pas y avoir des procédures. Il y a une procédure d'impeachment, mais d'incapacité. Et vous avez vu même George Clooney et un certain nombre de donateurs la semaine dernière qui disent... soutiennent Biden. S'il vous plaît, retirez-vous. Maintenant, c'est le moment, mais parce qu'en fait, ils se disent, même nos valeurs politiques ne peuvent pas être représentées par quelqu'un qui est à bout, quoi. Moi, je serais plus mesurée sur la volonté de l'ancien président Trump de jouer la carte de l'unité. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma réaction, j'allais dire à chaud, et qui était celle que j'ai eue à chaud samedi, était de rappeler ces deux images. Je ne sais pas si un individu, et a fortiori quand on est un leader, on se refait. Petite comparaison avec la politique française actuelle. On dit qu'on veut changer, qu'on va changer. Est-ce qu'on change fondamentalement? Je n'en suis pas certaine. Donc, à court terme, cet épisode, cet tragique accident, peut probablement servir Donald Trump. Victime, c'est un fait. Les armes, hélas, elles circulent depuis tellement de décennies. Même le président Obama a voulu s'attaquer à la vente des armes. Il n'y est pas parvenu parce que c'est culturel, on offre des armes à ses enfants, dès 12 ans, dès 11 ans, dès 12 ans. La Constitution empêche de restreindre cette liberté de circulation et de port des armes. Donc, à court terme, je pense que Donald Trump, c'est un fighter, n'est-ce pas, combattant, il va être investi demain. Bon. Mais à moyen terme, je pense que la donne pourrait changer, parce que va-t-il jouer la carte de l'unité comme il le souhaite? Et Biden sera-t-il maintenu ou pas? Tout ça sont des éléments. Va changer, on se posera la question dans un instant. Je pense qu'il y a des questions ouvertes. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est les grands débats de l'été. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. 4 débatteurs pour se poser une question alors totalement paradoxale ce matin sur Sud Radio. Il n'y a qu'ici qu'on fait ça, au fond. On va se demander si la tentative d'assassinat, l'attentat ce week-end contre la personne de Donald Trump, si finalement ça ne pourrait pas lui coûter l'élection et si ça ne pourrait pas être bon pour le
qu'en Biden. Alors vous me voyez venir, c'est un peu lourd comme provocation, mais Anne Durez, quand même, au fond, la question, on peut se dire, mais si Monsieur Trump, le personnage Donald Trump apparaît comme un personnage qui engendre la violence, ça peut faire peur, peut-être aux Américains, ça peut être une première raison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, comme nous le disait Alex Darmon tout à l'heure, Donald Trump essaye de se donner, d'adoucir son image. Oui. Alors, je suis pas sûre que cette tentative d'assassinat de Donald Trump lui coûte son élection. La violence, on le disait il y a un instant, elle est hélas inhérente à la culture des États-Unis, à l'histoire des États-Unis. Souvenons-nous, avant Kennedy, il y a eu un certain nombre de présidents américains qui malheureusement ont été assassinés. On ne va pas tous les citer, mais il y a eu notamment Abraham Lincoln, il y a eu James Garfield au 19e siècle, il y a eu McKinley, ce sont des présidents qui sont peut-être pas très connus au début du 20e siècle. Reagan, souvenons-nous, a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc la violence, elle est hélas inhérente à l'histoire et à la culture des États-Unis. 2, venons en France un instant, il y a eu quand même un certain nombre d'élus, des dizaines d'élus qui ont été victimes d'agressions. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais malheureusement la violence, elle est inhérente à notre société. Maintenant, est-ce que ça va coûter sa victoire à Donald Trump ? Je le disais aussi il y a un instant, ça dépend des facteurs de ce qui va émerger dans les semaines et jours à venir. Est-ce que Biden va se maintenir ou pas ? Il a été un bon président. C'est vrai. Mais si Biden se révèle encore violent à la fois dans ses comportements, n'oublions pas qu'il a encouragé la montée au Capitole. Donald Trump. Et c'est quand même problématique. Moi, je trouve quand même que il y a 2 différences par rapport à ce qui se passait avant. On a cité les noms de présidents qui ont pu être attaqués. D'abord, assassinés. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas une telle sécurité. Donc, pour aujourd'hui attaquer quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quelque chose de lourd. Deuxièmement, ce que je trouve aussi, c'est que par rapport à ce qui se passait avant, en gros, on avait dit les républicains, c'est le centre droit, et les démocrates, c'est le centre gauche. Tout s'est polarisé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite est plus à droite, la gauche est plus à gauche, elle est plus wokiste, etc. Et donc, en fait, il y a une forme de combat entre le bien et le mal, et vous entendez parfois des gens de gauche vous parler de la droite américaine et vice-versa. De la droite américaine, vous parlez de la gauche américaine. Pour eux, les uns et les autres sont le diable. Ouais. Il y a des dimensions religieuses. Quand vous écoutez les discours régulièrement qui sont imprégnés de cette religiosité, les uns contre les autres... On est dans une radicalité binaire de plus en plus binaire, et donc du coup ça favorise les comportements violents, puisqu'on se dit, si je ne fais pas cet acte-là, c'est le diable qui arrive au pouvoir, et vice-versa. Ouais, avec Darmon. Honnêtement, moi, je ne crois pas une seule seconde que Trump peut perdre l'élection américaine. Voilà, je prends le pari aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, je ne croyais pas avant. Sauf si, par exemple, demain, le démocrate arrive à se séparer de Biden, à le renvoyer. Il mettrait qui à la place qui aurait la popularité suffisante, ce serait Michelle Obama, mais elle a dit clairement qu'elle ne voulait pas y aller. L'autre solution, ce serait Kamala Harris, donc la vice-présidente mais elle n'est pas du tout populaire. Donc, il n'y a pas d'option sur la table qui serait capable de concurrencer véritablement Donald Trump. Ouais, et puis Noémie, faire une campagne pour Michelle Obama, faire une vraie campagne politique, c'est pas non plus que de la popularité, surtout aux États-Unis. Il faut quand même vous dire une chose, c'est que aux États-Unis, lors de la dernière élection présidentielle en 2020, Donald Trump avait fait plus de voix en termes de nombre qu'en 2016. Ça, c'est une réalité, d'accord ? Donc là, il revient 4 ans après au summum de sa popularité. Il y a cette tentative d'attentat qui vient de le toucher. Il est quasiment, franchement, imbattable. Et puis, on parle de son rythme, de sa prise de parole, son appel au calme. Vous avez vu son interview ce matin dans un journal américain, New York Post, où il dit que Donald Trump, où il dit que c'est quasiment divin, que c'est Dieu qui l'a sauvé, que c'est Dieu qui a décidé qu'il serait là encore aujourd'hui. Il est, pour le moment, une dimension messianique sur laquelle mais en termes de communication, quand il parle aux Américains, il est irréprochable, parce que il fait appel à cela. C'est important pour les Américains, le côté divin, le côté religieux. Et moi, je trouve que pour le moment, c'est un sans faute. Première réaction, on appelle à l'unité, on appelle au calme. Deuxième réaction, je suis un peu un super-héros, c'est grâce à Dieu que je suis là. Ouais, Noémie, je partage le pronostic d'Alex Darmon. Je pense vous prenez le pari aussi sur Sud Radio là ce matin. Bien sûr, mais même si vous voulez, avant cette tentative d'assassinat, il est déjà extrêmement populaire, il est déjà très favori pour la Maison-Blanche au cours des élections qui auront lieu en novembre prochain aux États-Unis. Il est déjà au cœur du système. Il y a eu le débat, si vous voulez, entre Biden et Trump. Le dernier débat a été une catastrophe pour Biden. Et tous les démocrates, les grands éditorialistes du New York Times, qui sont d'ordinaire très favorables à Biden, ont vu et affirmé et écrit
que Trump l'avait emporté très haut la main, si vous voulez. Par la faiblesse de Biden, Trump, si vous voulez, se surélève, et ça bien avant cette tentative d'assassinat. Cet événement-là va encore le servir et va encore en faire une sorte de symbole, de miraculé. L'homme qui se dit constamment qu'on veut l'abattre, cette fois-ci on veut l'abattre de façon extrêmement claire et pas uniquement symbolique, donc ça va aussi alimenter et nourrir son narratif d'homme providentiel. Il me semble là qu'il est évident qu'il va être élu en novembre prochain. Et il y a quelques autres éléments en faveur de Donald Trump et peut-être, voire probablement de sa victoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a une Cour suprême qui l'a fait basculer du côté républicain. Ensuite, la peine qui devait être prononcée à son encontre dans l'affaire de la Stormy Daniels. Voilà, Stormy Daniels. Voilà. La peine a été différée au mois de septembre. Et enfin, ça a été très bien dit, qui pour remplacer éventuellement Biden? Bon, moi je ne crois pas une seconde en Michelle Obama. Elle n'a pas envie de retourner à la Maison Blanche et de faire de la politique. Et puis surtout, Kamala Harris, malheureusement, Biden ne lui a donné aucune place. Il lui a donné à gérer un dossier qui est un dossier explosif, l'immigration, mais en dehors de cela, ça n'a pas permis d'attirer dans le camp démocrate les voix des Noirs, les voix des Hispaniques. Donc là, on est un peu du côté du camp démocrate, on est un peu bloqué. Donc Trump apparaît comme le victorieux, on verra comment il se comporte ensuite. Puis dans la culture américaine, la réussite, à quel prix ? On pourra en débattre, mais la réussite, le leadership, le charisme, ça a été très bien dit, à côté d'un Biden qui est affaibli. Mais ça vous inquiète pas, ce côté messianique, délirant, disons finalement, je suis l'envoyé de Dieu, parce que c'est ce que dit dans le New York Post ce matin Donald Trump. Je suis l'envoyé de Dieu. Oui, mais par quoi terminent tous les meetings aux États-Unis? Par God Bless America. Par quoi commencent même les musiciens? Par quoi les artistes, lorsqu'ils ont un Grammy Awards, commencent? Dieu merci. Donc en fait, nous, ça nous semble dingue, mais en fait, c'est totalement imprégné dans la culture américaine et c'est assez légitime. Deuxièmement, vous savez, en fait, aujourd'hui, la chrétienté, le christianisme recule dans le monde, sauf dans une communauté, c'est l'évangélisme, et qui est très fort aux États-Unis. Et vous avez notamment Jim Caviezel, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Les protestants évangélistes. Voilà, qui a été l'incarnation de Jésus dans le film sur la tentation, enfin, pas sur la passion, qui a dit Dieu protège Trump. Et donc c'est-à-dire que, en gros, la mécanique un des grands leaders protestants évangélistes, vous voulez nous dire, aujourd'hui affirme qu'il... Non, l'acteur qui a joué Jésus, c'est ça, et qui a été vu par des dizaines et des dizaines de millions d'Américains, dit, voilà, moi j'affirme... J'ai des infos du ciel, Trump est protégé par le ciel. Oui, mais voilà, et donc si vous voulez, c'est ça qui est en train de s'affirmer. Et donc dans ce combat binaire du bien et du mal qui est perçu par certains Américains, ça va même décupler les militants de Trump. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se dire « Ok, c'est bon, là, on a l'approbation, entre guillemets, céleste. » Et je vous assure, j'ai regardé ça cette nuit pour le coup, parce que j'ai loupé, c'est de samedi à dimanche. Je me suis rattrapé de dimanche à lundi. Je me suis rattrapé de dimanche à lundi. Et la puissance de l'évangélisme aux États-Unis va faire que ça va décupler la mobilisation. Mais d'autant que cette tentative d'assassinat, elle a quand même complètement une symbolique christique. On est dans le sacrifice, on est dans l'idée que de l'homme blessé qui se relève et qui continue d'affirmer, si vous voulez, ses valeurs, ses combats. Tout ce narratif-là, toute cette tentative d'assassinat va complètement alimenter son image. Et puis ça parle, vous savez, c'est les images de Pietà, si vous regardez l'image qui a été prise par le journaliste de l'AP, vous avez quelque chose de christique qui va parler à toute la communauté évangélique, évidemment, et chrétienne plus largement. Pour aller dans votre sens, je ne citerai pas son nom ni l'antenne en question, parce que c'est des concurrents d'abord, mais surtout parce que il perdrait son crédit dans tout son univers de gauche, d'intello de gauche. J'ai entendu un grand intello de gauche journaliste ce matin sur une station de radio concurrente qui disait, mais il a été physiquement admirable. L'adjectif admirable a été repris à plusieurs reprises, c'est-à-dire que même, en effet, les intellos de gauche ici en France, certains d'entre eux en tout cas, ont reconnu qu'il y avait une attitude physique, la Pietà, vous dites, bon, on va peut-être pas comparer avec la Pietà, mais en tout cas, oui, il y a une image très puissante d'un personnage qui dit on y va, on y retourne. Les photos vont rentrer dans l'histoire, mais on le verra ça avec le temps. On verra si vraiment ça peut imprimer, si ça aide. Et comme on verra aussi avec le temps, une chose, c'est que faudra quand même qu'on nous explique comment un ancien président des États-Unis, candidat, ex-candidat et futur peut-être président des États-Unis n'a pas été
protégé normalement, en vérité. La bulle n'était pas efficace. La polémique commence à naître. Mais c'est très grave quand même. On en reparlera peut-être demain avec vos camarades débatteurs. Vous restez avec nous tous les quatre si vous voulez bien pour la suite de nos grands débats de l'été. On va revenir sur la situation politique en France. C'est une semaine stratégique, en effet, avec la réunion de l'Assemblée nationale qui va se tenir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Ça se réunit déjà en ce moment même. Et puis, le président Macron, demain, doit prendre acte clairement, et j'allais dire définitivement, de la démission de Gabriel Attal. On y revient avec nos débatteurs. Ce sont les débats de l'été. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Jusqu'à midi, avant qu'on revienne avec Joseph Ruiz sur les Jeux Olympiques, nouveau rendez-vous, les JO dans tous leurs états sur Sud Radio. Ça, ce sera de 12h à 13h. Avant, eh bien, nous sommes avec nos 4 débatteurs. Jonas Haddad, avocat, mais aussi élu LR au Conseil régional de Normandie. Cette belle région, évidemment, vous avez compris que je connaissais un petit peu et que je suis un peu de là-bas. Jonas Haddad, donc. Alex Darmon, qui est avec nous, journaliste politique, sa chaîne YouTube, Les Indécis. Anne Durez, avocate, l'association Femmes de loi que vous présidez, et Noémie Alioua, journaliste, essayiste, auteur de La terreur jusque sous nos draps. 2 avocats, 2 journalistes, 2 femmes, 2 hommes, disais-je tout à l'heure. Alors, la politique française, Jonas, vous avez sauté dans le chaudron, si j'ose dire, pas celui de la flamme devant l'hôtel de ville de Paris, mais vous avez sauté dans le chaudron en nous disant « J'appelle les patrons de la droite à se réveiller, à montrer qu'ils sont là à la manœuvre ». Bon, il y en a qui ont été à la manœuvre ce week-end, c'est Ensemble, Renaissance, le parti du président de la République. Finalement, il s'était battu un peu avec Darmanin et Borne pour savoir qui serait le patron. Et puis, au dernier moment, il n'y en a plus qu'un qui est candidat, Gabriel Attal. Il est élu. C'est plié, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en ordre de bataille, alors que du côté du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, c'est plutôt encore la bataille, et j'oserais dire la baston ce matin. Anne Durez. Oui, en effet, je pense que cette semaine, elle va être très intéressante parce que on s'intéresse tous comme citoyens, évidemment, à la vie démocratique de notre pays, mais on connaît peut-être pas très bien le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, ça me permet, pardon, je vous coupe, Anne, parce que ça tombe à l'instant, on me dit à l'instant qu'Emmanuel Macron, le président de la République, convoque un conseil des ministres demain à la même heure, demain à 11h30 à l'Élysée, et après ce conseil, normalement, il devrait prendre acte de la démission de Gabriel Attal, c'est-à-dire que la France ne devrait plus avoir de gouvernement demain après le Conseil des ministres. Oui et non. Alors allez-y, dites-nous. C'est une chose que d'accepter la démission de son Premier ministre, qu'il la lui présentera, c'en est une autre que de ne plus avoir de gouvernement. D'abord, pour la continuité de l'État, on ne peut pas ne pas avoir de gouvernement. Ou alors, le président de la République ferait jouer l'article 16 de la Constitution et exercerait les pleins pouvoirs, ce qui, de mon point de vue, ne se produira pas parce qu'on n'est pas dans ces circonstances. Non, mais là, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que c'est déjà en mode dégradé. On sait déjà qu'il n'a plus de pouvoir, Gabriel Attal. On sait déjà que c'est un Premier ministre qui gérait les affaires courantes. Donc là, c'est les affaires sous courantes. Mais est-ce qu'il y a tant de décisions que cela à prendre dans le courant de l'été? Quand même. Bon, attends. Et JO. Oui, mais attends, justement, mon pronostic, puisqu'on évoquait quelques pronostics il y a un instant sur d'autres sujets. Qu'est-ce qui risque de se passer demain? Mon pronostic, c'est que le président de la République va accepter la démission du Premier ministre, tout en le maintenant pour assurer la continuité de l'État dans des circonstances un peu spécifiques, puisque les JO vont se tenir jusqu'en septembre. Il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui permettra d'assurer une certaine continuité. Les dossiers sont connus, la coordination. Sauf que Gabriel Attal n'en a pas envie. Mais ce n'est pas parce qu'on est démissionnaire qu'on ne peut pas rester au gouvernement. Et l'avantage d'être démissionnaire, si je puis dire, c'est que Gabriel Attal et d'autres ministres qui resteront ministres pour la continuité de l'État. Ils sont députés, ils veulent revenir à l'Assemblée, il y a des règles. Ils auront la capacité de voter. Ils ont le droit de le faire. Et comme ils auront la capacité de voter en tant que députés. Donc en tant que démissionnaires, ils vont assurer au sein du gouvernement, qui de mon point de vue va rester en place, la continuité de l'État, notamment pendant les JO. Avec, on l'espère, pas grand-chose qui se passera. Des super fonctionnaires, des administratifs qui signent simplement des décisions opérationnelles, mais sans changer l'état du pays, quoi. Et ils vont voter. Et comme des élections vont se tenir cette semaine importante, élection du président et de la présidente de l'Assemblée, élection des présidents de commission, c'est crucial. La vie parlementaire
va reprendre le dessus à partir du mois de septembre, peut-être même avant. Et là, c'est crucial et c'est important pour la vie démocratique. Mais il n'y a pas de contradiction avec Alex Darmon, avec l'idée de Gabriel Attal qui n'a pas envie, qui a envie d'être à l'Assemblée, qui aurait peut-être même envie, dit-on, d'être candidat au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée. Je ne crois pas une seconde, candidat au perchoir, Gabriel Attal, mais bon, après, à voir. Bon, okay. Non, mais c'est le foutoir. En réalité, enfin, je veux dire, on est effectivement en pleine période des Jeux Olympiques. Vous avez un gouvernement qui n'est pas vraiment un gouvernement, mais qui va quand même gouverner les affaires courantes. Bref, personne ne comprend rien. Mais pourquoi ? Parce que personne ne met du sien dans cette histoire. Mais que ça soit la majorité présidentielle, enfin l'ex-majorité présidentielle, ou demain le nouveau Front populaire. Enfin, il faut quand même regarder l'ensemble du paysage politique et vous rendre compte de quoi. Ça fait une semaine que le nouveau Front populaire nous dit qu'ils vont trouver un candidat. Ils nous donnent des noms qui déroule, mais personne n'est jamais d'accord. Ce qui prouve une chose. Il y a eu Huguette Bello. Non, mais personne n'était d'accord. Enfin, il y en avait deux. Ils étaient tous d'accord sur le PS. Non, mais les écologistes et la France Insoumise, et le Parti communiste un petit peu, parce que c'était une candidate qui vient de chez eux, mais le PS n'était pas d'accord. Très bien. Donc eux, ils sont pas d'accord. Le PS même tape du poing sur la table. Mais attendez, eux, ils sont même pas d'accord. Ils ont pris les choses dans le mauvais sens. Maintenant, ils nous disent, on va attendre, on va d'abord choisir le candidat au perchoir pour le nouveau Front populaire avant de choisir le Premier ministre. Ça veut juste dire qu'en fait, ils pourront jamais gouverner. Parce que s'ils gouvernent et qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un nom au nouveau Front populaire, au bout d'une semaine ou 4-5 jours, ça tombera. Et donc ça, c'est la part du nouveau Front populaire. Et de la part de la majorité ensemble, ou ce que tu disais tout à l'heure, Jonas, des Républicains, il n'y a pas d'alliance non plus, il n'y a pas de coalition possible. Donc demain, en fait, la France est bloquée, ingouvernable. Vous avez un seul parti en ce moment qui joue le jeu... Enfin, qui ne parle pas en tout cas, c'est le Rassemblement National. Qui a l'air discipliné et au carré. Je veux dire, en fait, on n'a pas la culture du compromis dans notre pays. On n'est pas habitué à ce qu'on est en train de vivre. Il y a si vous voulez, avec cette tripartition de la vie politique, tous les systèmes auxquels on est habitué ne fonctionnent plus. Et donc, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir aussi que les partis apprennent beaucoup plus à faire des compromis, et ça pour l'instant on n'y est pas habitué. C'est le blocage auquel on est en train d'assister. C'est le problème de la 5e République, c'est que la 5e République n'est pas faite pour ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On va pas un peu trop vite, parce que c'est les arguments, pardon, Noémie Alliot, qu'on entendait la semaine dernière, mais finalement, comme l'a très bien souligné à l'instant Alex Darmon, il y a quand même deux forces politiques qui, elles, finalement, rentrent dans les clous et fonctionnent avec les institutions. C'est Ensemble qui a désigné le président de son groupe. Mais vous imaginez la crise de légitimité si on donnait le pouvoir à ces deux groupes-là qui ont été rejetés dans les urnes au cours des 2 dernières élections. Ce serait donner le pouvoir à un parti qui a été complètement rejeté et à un autre qui est aujourd'hui minuscule dans les urnes, à savoir les Républicains. Je suis navrée. Il faut écouter aussi ce qui a été dit dans les urnes. Les urnes aujourd'hui plébiscitent d'autres partis qui s'excluent. C'est ce qui rend difficile aujourd'hui une coalition, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ces élections. On ne peut pas nier et balayer les résultats des urnes. Alors, là où je suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, quand on met le nouveau Front populaire, ils sont à 180. Donc bien loin des 289 qui sont annoncés. Donc ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas la majorité. 289, c'est la majorité absolue. Voilà. Et ils sont à 180. Donc ils en sont très loin. C'est-à-dire que même si eux voulaient gouverner, ils auraient besoin du bloc de Ensemble, c'est-à-dire de ceux de Macron. Et de la même façon, si Macron voulait continuer à gouverner comme il le faisait, il aurait besoin de la droite des Républicains. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui est dingue, c'est que le président lui-même ne prend pas les rênes du pays. S'il dit que c'est le chef de l'État, il faut qu'il cheffe. Et vous savez, il y a un conseil des ministres qui vient de convoquer. Oui, mais regardez, quand il a voulu dissoudre, il a su cheffer. Il a imposé une décision. La semaine dernière, il a fait une lettre au pays. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il attend de voir. Non, mais alors pour le coup, pardon, mais c'est contraire à ce que nous dit Noémie à l'instant. Noémie nous dit il faut qu'on change de culture politique. Il change de culture politique, il s'adapte, il laisse venir et il observe la façon dont les groupes vont se constituer ou pas à l'Assemblée. Oui, mais le problème de la politique, c'est que ça ne peut pas être que darwiniste. On disait tout à l'heure, il va faire un gouvernement d'affaires courantes. Mais s'il fait un gouvernement d'affaires courantes, ce qui va se passer. Au moins le temps des JO. Mais oui, mais le problème, c'est que, imaginez, par exemple, moi je suis ministre de l'Emploi et du Travail, des affaires courantes. D'accord ? Ça, il n'y a pas d'affaires courantes là-dessus. Les patrons de France Travail font leur job. Mais non, mais c'est quoi ? Oui, mais il faut des décrets d'application. Je signe un décret. Toutes les oppositions vont dire mais vous n'avez pas le droit de signer ça. C'est-à-dire que chaque acte d'un ministre qui prendra sera contesté par toutes les oppositions en disant vous sortez de votre pouvoir. Et donc ça rend les choses encore plus ingouvernable. Moi je pense que le temps joue contre Macron, alors que lui, il pense qu'il est encore le maître des horloges et que les Français ont voulu remettre les pendules à l'heure. Bon, très bien, mais moi j'ai une question à vous poser, parce que tout à l'heure vous disiez, j'appelle mes camarades leaders de la droite, compagnons, appelez-les comme vous voudrez, LR, à se bouger et à montrer qu'ils sont unis et qu'ils vont prendre... Mais quoi ?
parce qu'au fond, ils sont pas du tout d'accord. Entre Larcher, qui quand même a de l'autorité, ne serait-ce que parce qu'il est le patron du Sénat, et puis Laurent Wauquiez, qui joue sur deux jambes, là, 2 pieds, à nous dire pas de coalition, mais enfin, on peut peut-être discuter. Je pense que les Français en voudront beaucoup aux leaders de la droite s'ils laissent un gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent ? C'est ça ma question. Vous appelez de vos vœux quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent sur la table 5-6 propositions extrêmement claires sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la réduction de la dette publique, sur la libération de l'économie et sur l'éducation, et dire à Macron: c'est à toi maintenant de t'emparer de ce sujet-là. Et si lui ne le veut pas, au moins ce sera lui le responsable. Parce que sinon, les Français en voudront beaucoup aux leaders de la droite d'avoir laissé un Premier ministre communiste, ou alors un ministre de l'Éducation comme Louis Boyard, ou Mathilde Panot, ministre de la Culture, ou Rima Hassan, ministre des Affaires étrangères. Vous êtes dans la caricature, oui, vous voulez nous faire très peur. Alors attendez, qui serait le gouvernement NFP ? Non, mais dans ce que j'ai dit. Mais en réalité, il serait au gouvernement. Alex, je comprends ce qui est dit, mais il y a 2 questions. La première, c'est qui est le chef à droite, ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez, parce qu'il est lui-même à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et tous les autres ténors, on ne sait pas vraiment où ils sont. Ils sont présidents de région, ils sont élus députés européens. Et donc, Larcher, mais il est au Sénat. Oui, mais regarde Mélenchon, il n'est pas à l'Assemblée. Pourtant, c'est un patron. D'accord, mais tout va se passer là aujourd'hui, demain. Il est contre une alliance. Il est contre une alliance, une cohabitation, etc. avec Ensemble. Oui, donc voilà. La ligne est tracée. Mais la deuxième chose, franchement, Emmanuel Macron, le vrai problème, le vrai mensonge qu'il a adressé aux Français, c'est que si vous voulez aller au bout de ce qu'il a fait pendant les élections législatives, sur les cohabitations, sur les coalitions, sur les alliances, la vraie coalition, je suis désolé, il doit la faire avec le nouveau Front Populaire, ce Front républicain qu'il a appelé de ses vœux. Voilà. Et là, en fait, on est en train de, on dit qu'on n'a pas la culture du compromis en France, mais on a la culture du compromis lors des élections. Mais vous n'allez pas un peu vite parce qu'il faut attendre le 18, il faut attendre demain le Conseil des ministres, c'est factuel. C'est factuel. Ils ont désisté des candidats d'un côté comme de l'autre au nouveau Front Populaire et chez Ensemble, au profit du nouveau Front Populaire et de chez Ensemble. Donc s'il veut aller au bout de sa démarche, s'il veut aller au bout de son identité politique et de sa stratégie politique, il devrait faire une alliance avec le nouveau Front Populaire. Mais il le fera jamais. Ce qui fout le bordel, en fait, le bazar. Au moins la partie centriste et son aile droite. Non, mais attendez, il a enlevé des candidats au profit de candidats LFistes. Il peut nous dire ce qu'il veut. Contre un fichier S. Voilà, il l'a fait. Il l'a fait. Donc même eux. Il faut qu'il aille au bout de son stratégie politique. Anne Durez. Bon, j'ai trouvé cette dissolution prématurée et très contestable. Pas notre discussion, la dissolution. Oui, la dissolution. Okay. Pour autant, je comprends la décision du président Macron d'attendre ce qui va se passer cette semaine. C'est vrai, on n'a pas la culture du compromis. Mais comme on n'a pas cette culture, je vais enfoncer une porte ouverte, il faut apprendre à acquérir cette culture. Il faut laisser du temps, mais ce qu'on va voir et qui va être très intéressant, c'est qui va être élu au perchoir et qui va remporter la présidence de quelle commission. Traditionnellement, c'est la commission des finances, enfin la présidence de la commission des finances, qui est dévolue, très stratégique, évidemment, et qui est dévolue à une personnalité qui représente l'opposition. C'est pareil pour la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent par tradition républicaine. Mais comme on ne sait pas fonctionner autrement, je doute que là, tout de suite comme ça, on puisse fonctionner autrement. Donc on va voir dans les jours qui viennent et on va voir dans les semaines qui viennent. Alors donner du temps au temps, c'est vrai que ça paraît comme ça un peu curieux alors qu'on vient d'avoir des élections législatives. Il n'a pas le choix peut-être. Mais je pense que ça peut être salutaire pour le pays et on va voir dans les semaines, dans les jours et ensuite dans les semaines qui viennent comment les partis politiques peuvent entrer en coalition, enfin peuvent se regrouper, et comment les groupes parlementaires peuvent ensemble former, le cas échéant, une coalition sur un projet politique ou dans le futur, une coalition sur des projets ad hoc. Je ne vois pas tellement comment on pourra gouverner. La sagesse de la juriste, la lectrice du droit, qui se réfère au droit. Oui, mais vous savez, moi je suis juriste aussi, mais la question, c'est pas une question de sagesse, c'est une question d'efficacité. Il y a des projets, par exemple, vient peut-être avec la sagesse de la lecture du texte. Parce que regardez, il y a des projets d'infrastructures très lourdes qui sont bloqués en France depuis 2 ans parce qu'on a de l'instabilité gouvernementale. Pensez à quoi ? Donc, il y a des projets d'autoroute, par exemple, qui sont attendus depuis 40 ans par des gens, je pense en Normandie, mais ailleurs, mais dans plein d'endroits. La machine... En France, notre machine est très centralisée. Elle est très jacobine. Donc, on attend tout de l'État. Et quand l'État est là en disant « Ah, mais je peux rien faire », en fait, ça bloque le pays. Alors, on va voir si on peut financer, par exemple, certains de ces projets dans un instant. Vous êtes avec nous pour les grands débats de l'été sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Thierry Guerrier.
Avec 4 débatteurs, débattrices ce matin, Noémie Alioua, Alex Darmon, Anne Durez et Jonas Haddad. Nous étions sur les échéances de la semaine, échéances politiques nationales avec l'Assemblée nationale qui va se réunir au moins le 18 pour élire le président de l'Assemblée nationale, et puis sur la capacité à constituer ou non, ou à maintenir le gouvernement actuel, au moins pour gérer les affaires courantes. Et alors, il faut bien vous dire la vérité, c'est que pendant la tranche de publicité, eh bien, nos débattrices et débatteurs n'ont pas cessé de revenir sur cette idée. Alors, revenons-y. Certains disent, attention, si Macron bouge pas, il est une cible parce qu'il fait rien. Et puis d'autres disent, mais non, il faudrait qu'il maintienne ce... Bon, vous êtes Anne Durez, vous disiez, il faut maintenir, et c'est ma prévision, un gouvernement technique, en quelque sorte, un gouvernement qui gère les affaires courantes, pardon. Et Alex Darmon, vous trouvez que... Moi, je sais pas. Ouais. Moi, je vous dis franchement, je sais pas, parce que... Vous voulez pas vous mettre à la place de Macron? Ah non, pas du tout. Ça fait bien longtemps. On est dans une impasse, en fait, totale. Et ce que je disais juste simplement, c'est que le fait de ne rien faire, c'est un problème, et le fait de faire, ça va être un problème quoi qu'il arrive. Le fait de ne rien faire, c'est un problème bien plus important. Enfin, personnellement, je suis démocrate, et je considère que quand il y a une élection, et que l'élection demande que l'exécutif recule, il faut que l'exécutif recule. Pour faire quoi, Noémie? Je suis désolée, il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des coalitions qui trouvent des solutions. On ne peut pas faire comme si ces élections n'avaient pas eu lieu. Il y a eu des élections, tout à fait, mais je suis d'accord avec lui là-dessus, sur le coup. Ça n'est pas, il y a eu 2 élections qui ont montré que les Français rejetaient très massivement la politique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était et considérer que Emmanuel Macron doit rester le président qu'il a été. Il a eu 7 ans pour mettre en place sa politique. Macron, parce que là, c'est pas lui qui est en cause, c'est que pour l'instant, les coalitions, elles se font pas. Oui, les coalitions doivent se faire indépendamment de lui, mais on ne peut pas considérer que ce gouvernement doit continuer. Il va falloir un changement radical, quoi qu'il arrive. On peut pas non plus dire à Emmanuel Macron, vous avez pris la décision de la dissolution, et l'absoudre de la décision qui sort de la dissolution. Je m'explique. Quand je suis un responsable politique, quand De Gaulle dit par exemple, je passe le référendum, il dit soit vous me faites confiance, soit vous me faites pas confiance. Si vous me faites confiance, je reviendrai au pouvoir et c'est moi qui déciderai de la politique. Mais là, c'était pas un référendum, c'était les européennes. Oui, mais derrière, dans ce cas, soit je démissionne parce que je suis battu, soit je ne suis pas battu, ce qui est le cas, parce qu'il n'a pas été battu non plus massivement par rapport à ça, et il prend le leadership sur la constitution d'une coalition. Deuxièmement, on a par exemple des problématiques très concrètes. Donc concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait, au cas minima, il demande à Gabriel Attal, qui est maintenant à nouveau le chef de ce groupe parlementaire Ensemble, Renaissance, il faudrait que le président de la République demande à Gabriel Attal d'essayer d'agir pour une coalition. De constituer un gouvernement représentatif du résultat des urnes. Ouais. Et ça ne marche pas. Excusez-moi, mais on fait quoi alors? Non, mais vous rêvez tous, en réalité, je suis désolé. Même au sein même du nouveau Front Populaire, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Laurent Wauquiez, qui veut être candidat en 2027, n'ira jamais faire une alliance avec Ensemble. Et en fait, le résultat final de ces élections législatives, c'est quoi? C'est de dire, c'est peut-être la fin de la 5e. Je suis désolé, c'est juste ça le résultat de cette élection de la 5e République. Et donc ouvrir la porte à une 6e République, à Jean-Luc Mélenchon qui dit depuis des années il faut une 6e République, à de la proportionnelle, on en parlait hors antenne, bref, à la fin d'un système politique qui arrive à bout de souffle parce que les Français ne se sentent plus représentés. On arrive à la fin de quelque chose. Mais voilà. Emmanuel Macron a aussi beaucoup bidouillé le système politique actuel en organisant le vide autour de lui. Il l'a détruit. C'est-à-dire qu'en gros, en organisant le fait qu'il y a soit lui, soit les extrêmes, eh bien dès qu'on se retrouve dans des situations comme ça, les gens ne veulent pas d'extrême. Alors, mais ils disent tout ça. Moi, où le déluge, c'était la stratégie des 3 blocs pendant les 2 dernières élections. Bon, alors certains d'entre vous plaident pour un gouvernement technique. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un gouvernement technique? Parce qu'il y a des échéances, en particulier, on va en parler. Ce matin, là, pendant que nous étions à l'antenne, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, mettait en cause la gestion des finances publiques, et la Cour des comptes met en garde le futur gouvernement, mais de façon presque, il y a une mise en scène, presque une dramaturgie qui dit il faut trouver 24 milliards en 2024, on va pas y arriver, c'est gravissime, on est à 5,5 de dette du PIB alors qu'on devrait être à 3 au regard des règles de l'Union européenne, et vous aviez promis 4,9, et tout ça c'est des milliards en fait. Donc un gouvernement technique, Jonas Haddad, ça voudrait dire quoi? D'abord un gouvernement qui répond à la Commission européenne. La Commission européenne en pleine élection. Pour l'instant pour les Français, c'est oui, pas. Mais attendez, excusez-moi, nous ont déclenché une procédure de déficit excessif en disant qu'on est
plus que dans le rouge. Les agences de notation nous ont dégradés. À la fin du mois, les factures d'électricité vont coûter 10% plus cher. Ils reviennent dessus. Il y a des gens qui se font planter dans la rue. Il y a des OQTF qui ne sont pas exécutés. Il y a des décisions de justice. Darmanin, tous les jours, annonce qu'il a mis des gens dehors. Mais Darmanin n'est plus ministre de l'Intérieur de facto, si on vous suit. Donc on a besoin d'avoir des gens qui prennent des décisions pour le quotidien des Français. Il y aurait pire que tout. Pire que de ne pas respecter le choix des Français, c'est de ne pas les gouverner. Au quotidien, le pays a besoin d'être gouverné dans l'intérêt de notre peuple, en fait. Comment on fait? Matériellement, on a des programmes nucléaires qui sont en cours. Non, mais votre dramatisation, on peut la comprendre pour des raisons politiques, mais la réalité qu'on nous a expliquée depuis une semaine, c'est qu'en Allemagne, c'est qu'en Espagne, c'est que même en Grande-Bretagne parfois, mais non, reprenons l'exemple de l'Allemagne, en Belgique ça a mis 1 an, on met quelques semaines, voire quelques mois, à ce qu'une coalition se construise. Donc là, est-ce que vous dramatisez pas pour, d'un point de vue un peu marketing, quoi? C'est de Parce qu'en fait, les autres pays ne sont pas à la gorge. Et nous, Emmanuel Macron a mis souvent la poussière sous le tapis, mais nous sommes à la gorge financièrement. Et ça a été gommé. Vous savez, je vous donne un seul chiffre et j'en termine par là. On a atteint le mois dernier le record du nombre de faillites dans notre pays. Personne n'en a parlé. Donc nous sommes à la gorge. C'est vrai, il y a longtemps. Ce qui est quand même un paradoxe pour celui qu'on appelait le Mozart de l'économie. Anne Durez. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Il faut trouver des solutions. Il faut que les groupes parlementaires ou les mouvements politiques se constituent et s'entendent. S'entendent. On ne peut pas y échapper. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, y compris en Italie. Non, mais c'est des cultures différentes, Anne. Vous le savez. Oui, mais les cultures, à un moment donné, on change. C'est pareil dans le monde professionnel. Si vous voulez changer de culture, il faut changer de système. C'est pour moi obligatoire. Vous plaidez Mélenchon, là. Et je pense aussi, concernant notre État endetté et surendetté, alors ça, on pourrait en parler. Quelles sont les solutions? Je suis personnellement convaincue, non pas que cette situation, je m'en réjouisse, mais qu'on soit obligé d'aller vers une augmentation des impôts. Vous voyez, je parle en plus de ce qui fait mal et de ce qui fera mal à un certain nombre de Français, parce que comment voulez-vous trouver des solutions à ce surendettement? Il faut des recettes crédibles. Il y a des millions et des millions de pages et pour trouver des économies. Et je veux dire, cher Jonas, je voudrais aussi souligner une chose, c'est que j'attends de l'État comme citoyenne qu'il montre l'exemple. Alors un gouvernement qui sera de techniciens, qui sera d'experts, qui sera de ministres, j'attends de l'État qu'il montre l'exemple, ce qu'il ne fait pas, et on sait qu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu des tas de crises malheureusement, mais il faut bien qu'à un moment donné, on n'exige pas des Français ce qu'on n'exige pas de l'État. Je peux vous donner une seule anecdote, et j'en terminerai peut-être par là. On dit que l'État est à l'os et qu'on a fait toutes les économies possibles. Cette semaine a été révélé, tenez-vous bien, que la SNCF et la RATP payaient des clowns et des intermittents du spectacle pour apprendre aux conducteurs à être plus sympathiques dans les annonces. Des économies à faire, il y en a partout. De la fraude, il y en a partout dans ce pays. Il y a plus de cartes vitales que de personnes qui vivent ici. Vous savez qu'on apprend dans les écoles de journalisme à sourire face au micro, parce que sourire, ça s'entend, paraît-il. Vous voyez, je fais le zoom là, mais ça coûte pas d'argent aux contribuables, heureusement. D'accord, mais bon, on peut peut-être apprendre aux conducteurs de train ou aux patrons de station, aux patronnes, à avoir une voix un peu plus. Oui, mais alors dans ce cas-là, on mettra pas l'argent sur l'éducation et sur la police. En vérité, je suis désolé, mais là on spécule, et c'est notre métier aux uns et aux autres de spéculer, mais la décision elle appartient à un seul homme, c'est Emmanuel Macron, et je pense qu'il est complètement perdu. Hier quand même, c'est le 14 juillet, le président de la République ne nous a pas parlé. C'est vrai. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'interview le jour de la fête nationale. C'est un fait qu'on à quelques jours des débuts des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde est complètement paumé, que tout le monde attend aussi jeudi prochain et l'élection du président de l'Assemblée nationale. Qui montrera les rapports de force au sein de l'Assemblée. Mais parce que je suis désolé, je reviens là-dessus, le nouveau Front Populaire qui a gagné cette élection, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qui a gagné, qui a été première, a dit qu'il trouverait en quelques jours un Premier ministre, et puis là ils attendent maintenant jusqu'au 18, puis après ils vont attendre jusqu'au 1er août, puis après jusqu'au 20 août, on verra, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et comme Emmanuel Macron ne fait pas ce qu'il doit faire, on est complètement paumé au niveau politique. Voilà. Le débat de l'été, ce sera avec vous quatre fini dans quelques instants, dans 30 secondes, un tour de table rapide. Qui, à votre avis, allez, prenez le pari comme pour Trump, qui demain, à la fin du Conseil des ministres, Premier ministre? Anne Durez, vous nous l'avez dit. Je pense que ce sera Gabriel Attal qui restera Premier ministre pour expédier ce qu'on appelle communément les affaires courantes. Oui, je pense aussi jusqu'à la fin de l'été sans doute. Deuxième
troisième pari, Jonas Haddad. Oui, je pense aussi que de toute façon, en tant que manager, Emmanuel Macron est jusqu'à la corde de ses collaborateurs. Alex Darmon. Moi, j'allais dire Emmanuel Macron, demain comme Premier ministre. Voilà. Le pied de nez qui dit tout, en effet. Noémie Aliohan, Durez, Alex Darmon, Jonas Haddad, c'était nos 4 débatteurs ce matin pour les débats de l'été, qui se poursuivent bien sûr dans un instant avec les JO dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz, et puis on en retrouve 4 débatteurs demain à partir de 10h30. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Bonne matinée à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.